Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des Potes. Des potes. votre émission bimensuelle de cinéma. Alors j'ai autour de moi Fred, Jérémy, Julien et un nouvel invité surprise, Enchanté, je m'appelle Quentin. Quentin qui, parce qu'on va parler de jeux vidéo, est un petit spécialiste des jeux vidéo. Petit spécialiste, petit plus que spécialiste. J'avoue. Mais je m'appelle Quentin. Moi Je aussi, viens de Montargis. Non, pardon. Montargis, si seulement. Non, pas si loin en plus, Orléans, ça va. J'étais pote avec vous, je viens de la même licence Même fac. cinéma, même fac. Et je suis actuellement doctorant en cinéma officiellement. Et mon sujet, c'est les acteurs dans les jeux vidéo. Donc je parle de cinéma et de jeux vidéo. Et c'est mon taf, quoi. Et il y a quelques semaines, la saison 2 de The Last of Us s'est terminée. Et autour de cette table, on est tous des gros fans de jeux vidéo. Et aussi de la série de jeux The Last of Us. Un peu par principe, on a regardé la saison 2. Donc on fera donc la critique de la saison 2 de The Last of Us. Et comme chez DCP, on aime bien croiser les médias entre eux, on va tisser des liens entre jeux vidéo et cinéma. Chaque membre va parler d'une adaptation ou d'un jeu vidéo. On n'est pas tous fans de The Last of Us. T'aimes pas The Last of Us ? Moi j'adore. On n'est pas tous fans de jeux vidéo. On n'est pas tous. On n'est pas. Écoute, on est là autour de la table. On va parler de ce qu'on aime. Après avoir adapté le premier jeu vidéo The Last of Us dans une saison 1 plutôt bien accueillie, Neil Druckmann et Craig Mazin s'attellent à l'adaptation du deuxième jeu qui est ici scindé en 2 saisons. Nous avons donc une première moitié d'adaptation sous la dent, une saison 2 qui sert davantage d'amorce à ce que sera la saison 3. Mais est-ce qu'une saison d'amorce peut quand même être une saison haletante ? On va en parler. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Tu me l'avais juré. J'ai fait un synopsis un peu à ma manière, parce que j'ai pas trouvé de synopsis officiel de la saison 2. 5 ans après les événements de la saison 1, Joel et Ellie s'épanouissent dans la ville de Jacksonville, mais les conséquences des actes passés de Joel vont bouleverser l'ordre établi et entraîner Ellie dans une quête de vengeance acharnée. Avant de poursuivre, qui n'est pas fan de The Last of Us ici ? Je dois me confesser. Mes frères m'avaient acheté le jeu sur PS3. J'ai fait l'intro, c'est-à-dire jusqu'au moment où il y a l'ellipse, point. J'ai fait les 20 premières minutes du jeu. Aïe 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 aïe. Mais après, j'avais un peu suivi les let's play à l'époque et tout, Ouais. donc ça va, je connais. Vous n'allez pas me spoil, quoi. En même temps, il y a Non. prescription que le jeu est sorti il y a 15 ans. Donc, Oui. Oui. Mais voilà. Julien ? J'aime The Last of Us. Ouais. Voilà. Je- Après, il l'honnêteté l'aime m'oblige passionnément. à dire que j'ai pas vu la série dans son entièreté. J'ai vu beaucoup d'extraits, j'ai vu toutes les comparaisons entre le jeu, les scènes, mais j'ai pas suivi quotidiennement chaque semaine, épisode après épisode de 45 minutes. Je précise. Ok, Jérém ? Bah moi j'ai joué aux 2 jeux. C'est Naughty Dog, c'est peut-être les seuls jeux auxquels je joue, hein, on va dire, les seuls jeux narratifs en tout cas auxquels je joue. Donc j'étais assez content de voir, enfin assez impatient on va dire de voir une adaptation de ce jeu-là, surtout en série. La saison m'avait bien plu. Et la saison 2, c'est pas trop ça. Et Fred et moi, je pense qu'on est tous les deux d'accord sur le fait qu'on est des gros fans des jeux. Ouais, très très gros fan. On s'est refait le 2 ensemble. Ça fait le 2 ensemble. Le 1, peut-être j'abuse, mais je pense que j'y ai joué 10 fois. Ouais. Le 2, 3 fois ou 4 fois. Tout le temps que t'as perdu dans ta vie à jouer Ah aux ouais. jeux vidéo, quoi. Ouais. Les mecs. C'est quoi ce jugement ? Le jeu vidéo a ruiné ta vie, heureusement il t'en reste 2. Soit c'est No Life là. Vraiment. Non, moi j'ai fait. Mais oui, on est très très fan. Et moi j'ai suivi la série. Même si la 1, moi pour le coup, je l'avais bien appréciée, mais bof. Ouais, moi j'étais pareil que pas tant toi. que La ça. saison 1, j'étais en mode ok, mais quand même un peu mi-figue, mi-raisin. Genre Mm. l'impression que le jeu est quand même supérieur, mais en même temps, genre ça m'embête de systématiquement faire la comparaison entre le jeu et la série. Oui. Mais en même temps, la série les invite beaucoup. Non, mais j'allais dire, le problème c'est que vu que tu adaptes un scénario qui est déjà fait, tu n'inventes pas grand-chose, tu ne rajoutes pas grand-chose, et vu que le jeu emprunte beaucoup au code cinématographique, la série ne renouvelle rien. C'est ce que j'allais dire, est-ce que le fait que le jeu paraisse meilleur est pas aussi le propre du jeu, dans le sens où en fait ce qui fait du coup le charme de l'œuvre, c'est aussi, comme tu dis, la reprise des codes cinématographiques, donc quelque chose qu'on est un peu habitué dans le jeu vidéo, mais qui est quand même toujours plaisant. C'est toujours c'est toujours un argument pour un jeu de regarder, c'est très cinématographique. Et du coup, en fait, le fait du coup de ce qui fait la spécificité du jeu, c'est bien le fait que ce soit un jeu du coup qui a l'interactivité, le gameplay, etc. et qu'il soit novateur plus par son gameplay et par le fait qu'il soit un jeu que pour son histoire et son scénario, quoi.
Après, moi, je pense que quand tu adaptes un jeu vidéo aussi cinématographique que The Last of Us, bah, tu as les moyens aussi de t'échapper un peu du scénario et de trouver des nouvelles manières, des nouvelles histoires, quoi. Donc là, quand j'avais vu la une, tout le monde y a pensé, mais l'épisode entre Bill et Frank, je pense que c'est l'épisode le plus intéressant dans la saison 1, parce qu'il s'éloigne un peu du jeu. Et en fait, je pense que Neil Druckmann, j'ai un peu l'impression que c'est ces réalisateurs qui font des remakes de leurs propres films et qui proposent une nouvelle version, une nouvelle idée. Bah, je trouvais que la saison 1 avec cet épisode-là, c'était un peu ça, quoi. Ouais, mais c'était le seul véritable écart, à vrai dire, et c'est pour ça que c'était le meilleur épisode de la série, c'est parce que il reprenait un gimmick du jeu vidéo, enfin du jeu de The Last of Us, à savoir les notes laissées par des PNJ, et qui te permettaient d'imaginer des histoires, et là c'était, ok, cette histoire, vous l'avez jamais vue en vrai, mais vous allez la voir pour de vrai maintenant. Ça, c'est l'adaptation, enfin, c'est le summum de l'adaptation, parce que tu adaptes littéralement une quête tertiaire, quoi, du Bah, jeu. Donc, du texte. du texte, littéralement. Donc, voilà. Après, je sais plus quel épisode c'était, l'épisode de Left Behind. Ah, c'est l'avant-dernier C'est un épisode. DLC, normalement. Oui, c'est ça, c'est le DLC Left Ouais. Behind qui est adapté. Pareil, vraiment, ils ont voulu tout adapter, même les DLC, quoi. Donc, Après, le DLC est assez important, quand même, Oui, je trouve, dans le bien jeu. sûr. Mais autant, tu vois, comme tu dis, je trouve que c'est aussi le plus intéressant parce que c'est le moment où tu trouves de la liberté, mais en même temps, je trouve que ça montre à quel point le projet d'adaptation de base est super vain. C'est-à-dire qu'en fait, t'as tellement pas assez de matière pour tenir une série que t'es obligé d'inventer tout un autre épisode. C'est-à-dire que t'es obligé de combler la série par un épisode entier. Et autant sur la saison 1, le travail d'adaptation peut marcher, mais moi, en fait, je pense que le gros problème de cette saison 2, c'est qu'en fait, la saison 2 de la Soft n'est pas adaptable en série. Et là, on va rentrer en profondeur, mais le concept même de la saison 2, ce qui fait que ça fonctionne, c'est la dualité entre les deux personnages principaux que tu as manette en main. Et en fait, que tu enchaînes le gameplay. La suite de The Last of Us Partie 2 sera dans une saison 3, sauf que le fait d'avoir 2 ans d'écart entre cette saison 2 et cette saison 3, ça ruine même le concept qu'avait mis en place le jeu. Donc pour moi, en fait, cette saison 2 était inadaptable dès le départ. The Last of Us 2 est inadaptable, du coup, peut-être dès le départ, non? Oui, c'est ce que je veux dire, The Last of Us 2 est Oui, inadaptable. t'as dit saison 2, c'est pour ça, mais... Bah, moi, le souci majeur que je vais avoir avec cette saison 2, pour moi, c'est que, effectivement, comme tu dis, le deuxième jeu, repose sur cette dualité-là, et même, en fait, le découpage du récit est extrêmement fragmenté, c'est-à-dire que tu as vraiment jour 1, Seattle, Ellie, et chaque jour va être divisé avec des flashbacks, et ensuite, tu passes à la partie avec Abby, jour 1, jour 2, jour 3, il y a vraiment une sorte d'effet cyclique que là, bah, de 1, tu peux pas avoir parce que effectivement le cycle, tu vas l'avoir dans la saison 3. Et en plus, ils ont fait l'énorme bêtise d'adapter tous les flashbacks que tu pouvais avoir entre les jours dans un seul et même épisode. Et ça, je trouve que c'est la pire chose qu'ils pouvaient faire parce que tout le principe du jeu 2, repose sur beaucoup d'insatisfaction de pas voir suffisamment d'interaction entre Joel et Ellie et de pas... Enfin, c'est vraiment un jeu qui donne beaucoup de sentiments d'inassouvi et de frustration. La série bazarde tout ça. Ouais, c'est ça, j'allais dire, l'avant-dernier épisode, c'est un peu le syndrome de je veux tout adapter et je veux tout montrer. Et ça prouve les limites de l'adaptation sur The Last of Us, en fait. Bah justement, moi la question que je me pose, du coup, j'ai ni joué au jeu ni joué à la série, mais est-ce que du coup c'est plus des mauvais choix d'adaptation qui font que la deuxième saison sur du coup le jeu numéro 2 n'est pas bon, ou plutôt c'est plutôt montrer la force du jeu que de montrer que en fait adapté en série ça fonctionne pas si bien que ça, et que ce qui fait du coup la force de l'œuvre c'est le médium même vidéoludique, quoi. Je trouve qu'ils sont allés, comme disait Owen, c'est que le jeu, donc le 2, commence par plein de mystères, plein de questions que tu te poses et qui sont révélées peu à peu. Okay. Là où vous voyez par exemple dès le premier épisode donc, de la saison 2, vous avez Abby, on comprend directement quel est le lien entre Abby et Ellie. Et ça c'est quelque chose qui nous avait surpris plus tard dans le jeu finalement. Donc je trouve qu'ils ont juste mal adapté, ils ont voulu prendre l'histoire vraiment linéairement et ils ont pas fait d'effort quoi sur ça, je trouve. Bah, le récit du 2, la narration c'est un tour de force, et la nature de ce tour de force là ils l'ont pas gardé. C'est ça. Mais j'allais dire, après, moi je suis assez critique aussi sur le Last of Us Partie 2 par rapport au Partie 1. Autant je trouve que la Partie 2, le jeu, il est extrêmement audacieux et extrêmement risqué. Genre, le scénario qui est choisi est extrêmement risqué. Autant je trouve que ça peut pêcher un peu parce que c'est quand même très long et c'est très cloisonné comme jeu. Tu passes 3 jours à Seattle avec Ellie, tu renchaînes les 3 mêmes jours avec Abby. C'est long, puis t'as un épilogue qui est un peu poussif quand même. Mais... encore une fois, t'es manette en main. Je veux dire, tu peux enchaîner le 3 heures de jeu, 4 heures de jeu, 2 heures de jeu, tu fais comme tu veux. Là, en saison, en série, ça va être long. Le découpage narratif va être long. Donc, ce qui peut être un peu poussif dans un jeu, bah, c'est pas grave. Tu pouvais le compenser aussi par le gameplay. L'avantage de The Last of Us 2, moi, je trouve, par rapport à 1, c'est son gameplay. C'est beaucoup plus réaliste, c'est plus beau, et l'IA est beaucoup plus travaillée. Donc forcément, tu prends plus de plaisir. En série, ça va être compliqué. Et du coup, là, parce que depuis tout à l'heure, on parle du principe d'adaptation, mais à un moment donné, j'aimerais bien qu'on essaye
de s'éloigner de ça et juste se poser la question, est-ce que la saison 2, sur un plan de rythme, de narration et juste de découpage des épisodes, est-ce que c'est une bonne saison ? Comme je disais un peu en introduction, c'est une saison d'amorce, quelque part. Bah, ça, tu le sens. Et tu le sens sur... En fait, dès que t'arrives à Seattle, tu le sens que c'est une amorce pour la 3e saison. Je suis pas fan du tout du truc, parce que ça se prêtait beaucoup plus à un scénario de jeu vidéo, où t'es actif dans le récit et tu participes au récit sans être passif. Et là, non. Et t'attends qu'une seule chose, finalement, c'est la saison 3. Donc c'est pour ça. Mais par contre, le tout début de saison, du coup, épisode 1 et 2, moi je les trouve super bien. Enfin, vraiment, l'épisode 2 en lui-même, avec cette séquence de fou, avec le nombre d'infectés qu'il y a, etc., je trouve ça dingue, j'ai rarement vu ça dans une série. D'ailleurs, c'est vraiment la seule séquence de toute la saison qui fait post-apocalyptique et série d'infestés. C'est ça, et qui implique même les claqueurs, hein, quasiment. Bah, du coup, effectivement, bon, je termine avec la comparaison entre le jeu et la série, parce qu'après on arrête un peu de comparer, je pense qu'on va pas faire que ça. Mais c'est vrai que dans le jeu, la partie d'Ellie, elle est beaucoup plus, je dirais pas calme, mais c'est vrai qu'il y a moins d'action que dans la partie, je trouve, que de Abby. Là où je pense que la saison 3 du coup va être vraiment mouvementée. Et pour revenir à ce que tu avais dit sur les 2 premiers épisodes, effectivement les 2 premiers épisodes ils sont plus intéressants à adapter parce que déjà tu as toute une intrigue qui te montre une communauté qui est attaquée par donc, des zombies. Donc il y a déjà un intérêt plus grand avec ça plutôt que de suivre 2 personnes qui avancent pas vraiment quoi. Après, de toute façon, le scénario de The Last of Us, de manière générale, étant bien écrit, ça passe forcément bien aussi quand tu adaptes littéralement. Mais une des grosses différences entre la saison 1 et la saison 2, pareil qui est lié au jeu, c'est que la saison 1, tu as vraiment la sensation de périple, puisque tu traverses totalement les États-Unis, tu passes par Boston, ils vont à beaucoup de lieux. Je sais pas s'ils ont gardé Salt Lake City dans la saison 1, mais bref, ils traversent tous les États-Unis. La saison 2, t'as Jackson, t'as Seattle, t'as beaucoup moins la sensation d'odyssée, de voyage, et d'autant que la sensation de duo est quand même moins élevée dans la saison 2. Le duo dans The Last of Us Partie 2, c'est vraiment Abby et... je sais plus le nom du... Ellie et Dina. Oui, mais Ellie et Dina, c'est très court en vrai. Dina, elle est enceinte, donc elle est mise de côté. Ensuite, t'as un peu un passage avec Jessie, mais qui est aussi très court. Et en fait, le vrai duo dans le jeu de Partie 2, c'est avec Abby. Sauf que ce sera pour la saison 3. Donc forcément, comme vous dites, en fait, la saison 2, elle souffre d'être une amorce pour la partie 3. Ouais, et puis moi, ce que j'aime pas du tout aussi, c'est Jeffrey Wright. J'allais le dire, putain. C'est-à-dire que là, la série fait le choix de temps à autre de suivre d'autres personnages extérieurs au périple de Ellie. Et donc c'est pour préparer Abby. Et à un moment donné, t'as Jeffrey Wright qui fait « Ouais, Abby, elle fait des trucs, elle devait me succéder. » Et en fait, t'es en mode « Mais en fait, ça densifie des choses qui ne servent à rien dans la saison 2 et qui mènent beaucoup à vide. » Et en fait, je trouve qu'ils ont vraiment pas compris peut-être comment tu construis une saison de série. Parce que visiblement, ils ont pensé les deux de manière un peu coordonnée, mais ça fait quand même une saison 2 incomplète. Après, le co-scénariste de Druckmann, t'as dit qu'il s'appelait comment ? Craig Mazin. Donc l'auteur de Tchernobyl. Tchernobyl, c'est une mini-série. C'est peut-être ça aussi, il a une expérience de mini-série qui est quand même très différente d'une expérience de série où tu dois beaucoup plus jouer sur la longueur. Surtout que Tchernobyl, de ce que je me rappelle, j'ai l'impression que c'était vraiment des épisodes isolés, où tu avais à chaque épisode des nouveaux protagonistes et une nouvelle histoire en soi. C'est ça, tu as une continuité, mais globalement, t'as quand même une continuité tout le long, mais tu as cette idée que l'intrigue avance un peu différemment à chaque fois. Selon différentes personnes qui vivent l'accident de Tchernobyl. C'est marrant parce que ça me rappelle un petit peu les travers dans lesquels a pu tomber J.K. Rowling quand elle a fait le scénario des Animaux Fantastiques. C'est-à-dire une dame qui a vraiment genre des réflexes d'écriture de littérature, qui va essayer de faire un film, et en fait elle sait pas du tout comment on écrit un film. Et bah là j'ai un peu l'impression que c'est la même chose. On a un mec qui est très habitué à écrire des jeux vidéo et un mec qui est habitué à faire des mini-séries, qui là doivent construire un récit épisodique sur plusieurs saisons, et qui en fait rendent la chose extrêmement foutraque. Surtout qu'à savoir, de base, ils voulaient en faire un film. Enfin, dès le début de l'adaptation de The Last of Us, ils voulaient le faire en film, pas en série. Mais tu vois, Jeffrey Wright, moi je l'ai bien aimé dans la saison 2. Mais parce que c'est Jeffrey Wright, il est super charismatique, il a c'est l'homme le plus charismatique du monde. En fait, moi j'aimais dès qu'il y avait un élément qui me sortait de juste comparer avec le jeu. Ouais. Et donc le fait d'avoir Jeffrey Wright, ça change un peu parce que t'arrives à voir. Il y a une séquence où il te montre un peu son passé, comment il a trahi les Wolves. Donc juste cette séquence-là, j'étais content quoi. Tu vois, j'étais en mode parce que c'est classe, parce que c'est Jeffrey Wright. J'ai vu que tu parles de casting. Bah voilà. Oh non. Non mais je vais te dire ce que j'en pense. Je le dis tout de suite, moi je trouve que Bella Ramsey en Ellie dans la saison 1, ça passe plutôt bien. Alors, on peut toujours trouver mieux, c'est comme Pedro Pascal Joël, t'avais déjà des acteurs de base pour le jeu vidéo, on peut toujours trouver mieux, faire mieux, mais honnêtement, Bella Ramsey, elle a beaucoup ce côté enfantin d'Ellie, que ce soit dans l'épisode Left Behind, et moi surtout, ça m'a marqué,
c'est l'épisode de la fusée, là. Quand ils visitent le musée. Quand ils visitent le musée, bah, t'as ce petit flashback d'Ellie. Honnêtement, elle a ce côté très enfantin, mais si tu compares la scène du jeu, elle est exactement dans le ton de ce qu'est Ellie à cette époque-là. Sauf qu'entre les deux jeux, t'as vraiment 5 ans d'écart normalement. Et là, entre les deux saisons, bah, en réalité, il y a eu 2 ans d'écart, même un peu moins avec le tournage. Donc tu sens qu'elle a, même si elle a quand même 21 ans, bah, dans la saison 1, elle joue une fille de 14 ans. Bah, tu sens qu'elle a encore ce côté enfantin. Donc c'est très dur pour elle de s'adapter au nouveau personnage d'Ellie. D'autant que, si tu reprends pareil le jeu vidéo, le Ellie de la saison 1, enfin de partie 1, bah, c'est un jeu qui date de 2013 et les graphismes du jeu qui sort en 2020, il y a quand même une énorme évolution, donc son visage il change totalement et c'est pas le cas pour cette saison 2. Et puis moi mon gros souci avec Bella Ramsey en fait c'est que je la trouve vraiment pas bien dirigée. En fait je comprends pas les choix qu'ils font quand Ellie doit être sarcastique ou doit faire de l'humour. C'est-à-dire que la fin de l'épisode 2, il se passe quand même un truc extrêmement grave et extrêmement traumatisant pour le personnage de Ellie. Début de l'épisode 3, Ellie affiche un ton sarcastique. Et non en fait. Genre, c'est juste que là, du coup, t'as envie d'être en colère contre Bella Ramsey parce qu'elle a l'air d'être à côté de la plaque au niveau de son personnage, mais en fait, c'est littéralement les choix de comportement qu'on lui donne dans cette saison-là sont pas du tout en raccord, ne serait-ce même avec ce qu'elle vit. Et il y a un vrai décalage, genre littéralement, des fois, t'as Dina qui va dire un truc extrêmement important à Ellie, et Ellie va réagir pas de manière cohérente. Mais c'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi. Je trouve pas que Bella Ramsey elle soit si mauvaise dans son jeu. Moi, je trouve qu'il y a quand même une évolution entre la saison 1 et 2. J'ai quand même des passages où je l'ai vraiment trouvée très sérieuse, très, très bonne dans son jeu. Mais effectivement, c'est très mal dirigé. Il y a des choix qui sont faits qui sont absurdes. Bah, je pense à un autre choix très important. Je vais pas spoiler. Hein. Dans le jeu, le personnage réagit vraiment comme. Elle réagit d'une manière qui est quand même assez forte, quoi, assez grave. Là où dans la série, c'est pris comme une blague. Donc tu vois, il y a plein de choix qui font que c'est. Son jeu, du coup, s'en est pris plein la gueule, alors qu'en soi, moi je trouve que c'est une très bonne actrice, c'est juste que. Et à l'inverse, l'actrice de Dina, je trouve que elle est super, quoi. Elle est super, et genre il y a des scènes super intenses dans lesquelles elle joue, et elle est super en raccord avec ce qui est montré à l'écran. Genre il y a une scène, c'est au début de l'épisode 7, du dernier épisode, là où elle doit jouer un moment très intense où elle doit se faire guérir, un truc comme ça, par enlever quelque chose. Enlever quelque chose de très douloureux à son corps, et vraiment elle est super intense. Et je me dis, mais Bella Ramsey, on lui offre pas ça dans le. Alors c'est quand même le personnage principal, quoi. Enfin, t'auras envie de dire qu'à la fin de l'épisode 2, ce que tu vas retenir, c'est son jeu d'acteur et l'intensité de la scène, mais c'est même pas le cas. Est-ce que vous avez vraiment retenu la fin de l'épisode 2 ? Quand même. Un petit peu. Pas moi, hein. En fait, l'épisode 2 me marque d'autant plus par rapport à la séquence avec les infectés et Jacksonville, en fait, c'est tout. Mais du coup, oui, je me souviens de la fin de la saison 2, mais en partie parce que tout ce qui se passe dans l'épisode avant était dingue, quoi. Et moi, je me souviens de mon état dans le jeu vidéo, et ça m'embête encore de faire la comparaison. À la fin du jeu vidéo, j'étais pas capable de continuer le jeu. J'étais sans voix. C'est pas un jeu plaisant, The Last of Us 2. Ah non. Il te fait pas plaisir, le jeu. Et du coup, là, c'est vrai que c'est dur d'adapter un jeu qui est pas plaisant en une série agréable à regarder tous les lundis soirs, quoi. Alors, par contre, niveau agréable, la direction artistique, il n'y a rien à redire. La musique aussi. Ouais, bon, ils reprennent la musique. Enfin, oui, ouais, oui. on entend dans la comparaison. Ouais, non, c'est embêtant. Mais genre, juste la manière dont Seattle est dépeint, les décors, tout ça, même pour une série gros budget, c'est impressionnant. Ah oui, non, les décors, ça reste une des grosses plus-values de la série. Je me posais la question, on sait s'il y a beaucoup de gens qui ont bossé sur le jeu, qui ont bossé sur la série derrière, notamment pour les assets 3D, les concepts artistes, etc. Je m'en suis pas renseigné là-dessus. Non, mais je sais pas, je demande parce que moi non plus, je me suis pas renseigné. J'étais resté sur Neil Druckmann qui a vraiment participé au scénario, je crois. Ouais. Non, peut-être pas. Si, il a scénarisé 2 épisodes et il est réalisateur du l'avant-dernier. Tu vois, donc il a quand même été pas mal là. Et Ouais, mais surtout côté DA, tu vois, si t'as du coup des concept artistes, des art directors, ce genre de trucs, tu vois, qui ont repris. De toute manière, c'est super similaire, hein. C'est exactement comme le jeu. C'est pour ça, Mais revenons-en, on en a parlé, mais c'est vrai que les zombies, ils sont là les 2 premiers épisodes, puis après, oui, puis salut. Puis on ouvre quand même la saison 2 sur une nouvelle race de zombies, d'infectés, qui apparaissent vite fait, je crois, dans l'épisode 3 ou 4, mais qui ne ressurgissent pas. C'est ça. Mais je me rappelle plus, la saison 1, il y a eu combien d'épisodes ? 9. 9 Il y en avait un de plus. Parce que non, pour 8 alors peut-être, parce qu'il y en avait un seul plus de... J'ai vérifié hier, il y en avait bien 9 dans la saison 1 et 7 dans la saison 2. Ah, okay. Tu vois, HBO, normalement, c'est 10 épisodes. Là, on est quand même passé à 7 pour la saison 2. C'est un peu dommage, quoi. Et en termes de durée, ça compense ou même pas ? Même pas, parce que je trouve qu'il y a des épisodes qui avancent pas, c'est du surplace. Oui. Donc, il y a des épisodes qui durent 42 minutes et il y en a qui peuvent durer 1h20. Ah ouais ? Je crois que l'épisode 2 il dure 1h15. Ah oui. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont tout mis. Pas du tout, il dure même pas 1 heure l'épisode 2. Ressenti 1h30. Fake news. Fake news Owen, hein.
Mais Non, ouais, c'est en le fait, tout premier épisode qui dure 1h20, excuse-moi. Ouais, cet épisode, je trouve, c'est rien en fait, c'est peu. Après, du coup, ils ont direct pensé à diviser donc Ellie et Abby, ce qui est vraiment bête. Et si, parce que finalement on la voit pas assez Abby, et si on avait fait un épisode jour 1, Ellie, jour 1, Abby, épisode suivant. Peut-être que ça aurait pu marcher. Après, ce qui fait que ça fonctionne dans le jeu, c'est vraiment cet effet de tu passes de l'un à l'autre et Oui. t'es obligé de passer du temps avec Abby. C'est ça. Mais quitte à faire une saison 2 un peu plus longue, parce que 7 c'est pas long, tu vois. Bah, quitte à T'aurais adapter pu en faire- série, ça se tente plus comme ça, je pense aussi. Ouais. Mais genre de faire une saison 2 de 10 épisodes. Ouais, mais du coup, la frustration slash la haine que tu pouvais avoir en ayant en main ce personnage que t'as pas forcément envie de jouer au premier abord. Tu vois, là, je comprends parce que ça fonctionne, t'es dans le mouvement du jeu. Mais là, tu vas attendre 2 ans, tu vas être totalement passif, t'auras oublié ce qui s'est passé dans la saison 2. Mais qui va regarder la saison 3? Parce que là, Pas grand monde. quand t'arrives au stade dans le jeu où tu dois te jouer à Abby, t'es en mode j'ai pas envie de jouer. Mais tu le fais. Mais tu le fais. Alors que là, les gens vont juste dire j'ai pas envie de regarder la saison 3. Je vais pas le faire. Et voilà. Alors que là, t'aurais fait épisode Abby, épisode Ellie, épisode Abby. Les gens auraient suivi. Hein. Oui, sauf que Ouais. la saison aurait dû durer plus longtemps, pardon. Ouais, mais ça aurait été forcément moins fort que dans le jeu, mais en même temps, ce qui fait que tu ressens de l'empathie pour Abby, c'est que t'as le fait de la jouer aussi, mais le fait que tu comprends que son histoire, finalement, c'est le miroir de l'histoire d'Ellie, qui est la même histoire que l'histoire de celle de Joël, et en fait, tu comprends que toute la réflexion de The Last of Us partie 2, c'est la vengeance, la colère, comment tu te fais consumer par la vengeance. Mais comme tu dis, là, dans 2 ans, ça fait long. De toute façon, je trouve que le procédé de la saison 2 dénature beaucoup tous les effets du jeu et mène pas à grand chose, donc je cherche des solutions. Et du coup, bilan de cette adaptation, il reste une saison, mais bilan de cette adaptation de The Last of Us de manière générale, est-ce que c'était utile d'adapter ça en série finalement? Pour la saison 1, quand même, je trouve. Mais Là, non. le 2, je suis pas sûr. Moi, je me posais la question, c'est que du coup, The Last of Us, ça reste quand même. Si on prend le monde jeu vidéo quand même relativement niche, c'est quand même, enfin, ça a été popularisé, ça a eu ses heures de gloire, mais c'est pas Mario, c'est pas Zelda, c'est pas tout ça. Ah, The Last of Us, ça a quand même une grosse licence. Hein. Bah, Pour les joueurs PlayStation. pour les joueurs PlayStation, tu vois, donc c'est forcément un peu la réputation hardcore gamer et tout, mais du coup, t'as quand même ce truc où, du coup, faire une adaptation aussi fidèle, alors que forcément toutes les personnes qui vont regarder ont forcément joué au jeu, je pense pas que ça attire beaucoup de public. En dehors, en fait, c'est forcément comme ils capitalisent sur une licence qui est connue, il faut forcément que ce soit des gens qui connaissent la licence, donc des gens qui ont fait les 2 jeux, je pense. Et du coup, est-ce que ça valait le coup de faire quelque chose d'aussi similaire, au moins en termes d'histoire, du coup? Non, mais t'as raison sur ce point-là, parce que moi j'ai vu plein de gens qui m'ont dit qu'ils ont découvert l'histoire à travers la série. Ouais. Et effectivement, il y a un retentissement qui est différent entre un très gros jeu PlayStation, qui est certes quand même une grosse sortie culturelle, Ouais. et littéralement la série HBO du moment qui est en exclusivité sur Prime Ouais. Video et sur je sais plus quelle plateforme, où là t'as des affiches partout. Effectivement, ça va toucher beaucoup plus de gens. Donc je pense que oui, c'est pas vain pour ceux qui vont découvrir l'histoire par le biais de la série. Il y a plein de gens qui adorent la série parce qu'ils connaissent rien du tout au jeu, quoi. Oui, mais du coup, c'est juste amener du coup le public de la série vers les jeux, mais pas vraiment l'inverse. J'ai C'est l'impression. Mais toutefois, genre, j'ai pas l'impression que les gens qui découvrent l'histoire par la série vont ressortir la série The Last of Us comme une des grandes séries Non. HBO, tu vois. Alors qu'en ce moment, c'est quand même la série fer de lance de la chaîne. En même temps, The Last of Us, j'adore The Last of Us, hein, mais c'est pas une histoire très originale, c'est très basique. Même l'univers en lui-même, certes, t'as des infectés que tu les vois pas partout, et ils ont leurs caractéristiques, mais ce qui faisait la force de The Last of Us, c'est le duo Ellie-Joël, là je parle que pour le premier, et le fait que tu suis ce duo et t'as l'effet de l'interactivité. Je pense qu'on juge pas de la même manière un jeu vidéo qu'on juge un film. Je trouve que sur le scénario, je dirais pas qu'on est plus indulgent, mais vu que t'as la partie gameplay, t'as pas besoin de plus d'élaboration d'artifice comme tu peux en avoir besoin au cinéma. T'as un gros travail sur le gameplay qui fait l'affaire aussi. Bah, c'est que t'as aussi ce truc, du coup, moi, c'est vraiment quelque chose, je l'ai lu pour ma thèse, en fait, c'est que t'as vraiment, dans le jeu vidéo, ce qu'on appelle l'effet Proteus, où en fait, c'est le fait d'incarner un personnage, tu vas vraiment ressentir, mais en fait, ça va assez loin, enfin, j'ai plus le papier en tête, mais vraiment, j'ai lu une méta-analyse de 4-5, bon, peut-être même plus que ça, mais en gros, qui prouve que le fait d'incarner même une personne racisée, etc., tu vas pas du tout penser après les rapports sociaux de la même manière, et en fait, t'as vraiment un truc où tu incarnes et tu gardes en toi une partie de la personne que tu as incarnée. Et du coup, je pense que c'est hyper fort dans le jeu vidéo, et forcément, je veux dire, au-delà du gameplay et tout, il y a vraiment quelque chose de, comme tu interagis et tu vis l'histoire via la relation joueur-avatar, bah en fait, oui, il y a des trucs que tu ressens beaucoup plus fort et que tu vas vraiment, comme je disais, garder en toi, que oui, tu as un phénomène d'identification au cinéma et dans la série, mais qui fonctionne pas de la même manière, parce qu'il n'y a pas justement cette couche d'interaction et de choix qui est fait par le joueur et via l'avatar. Effectivement, moi je me souviens un des gros tours de force quand j'avais découvert Last of Us, aller vers mes 15 ans. Donc avant, j'étais vraiment Mario, Zelda, Rayman. Et toute cette période-là où je découvre Last of Us, Red Dead Redemption,
Et Last of Us, c'est la première fois que je m'investissais à ce point dans des personnages de jeux vidéo. Et même si, en fait, les gimmicks d'écriture de ces personnages sont pas forcément les plus originaux, le fait que ça passe par cette interactivité de jeux vidéo, et redis-moi le terme que C'est l'effet Proteus. voilà. Moi, je me souviens que quand Joël, il se fait extrêmement blesser à un moment clé dans le premier jeu et qu'il titube, tu sais, tu te sens emporté avec lui, quoi. Ouais. Et c'est limite si tu te lèverais pas en titubant à ton tour. Mais du coup, ce problème-là, donc d'adapter les jeux vidéo et de perdre ce qui est fait le jeu vidéo, c'est l'interactivité. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cinéma pour soit remplacer ça, trouver une manière d'interagir, ou alors trouver une autre façon juste d'adapter, quoi. La 3D, la 4DX. Non, mais c'est pas les mêmes médiums, donc c'est là C'est la ça. question elle est. Si tu veux pas perdre, ce que tu vas perdre en interactivité, faut le gagner du côté du scénario. Donc il faut faire un truc. Alors la série Fallout, je l'ai pas spécialement énormément appréciée parce qu'elle a ses défauts en tant que série, mais au moins Fallout, ils font une adaptation d'un univers. Donc tu retrouves le lore, tu retrouves certaines gimmicks, un certain humour, un certain style, mais c'est pas l'histoire des jeux. Donc forcément, tu peux créer quelque chose d'original. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que du coup, je pense surtout pour séduire les fans et même au-delà, justement, pour amener des gens de la série aux jeux vidéo, c'est en fait plutôt penser ça comme une franchise transmédia. Du coup, au terme, vraiment, c'est Henry Jenkins qui a popularisé ça. Mais enfin, je veux dire, c'est ce qu'on connaît par exemple avec Matrix. Matrix, il y a eu les séries, enfin, il y a eu la série de films, la trilogie de base. Mais en fait, les jeux qui sont sortis, ils venaient se caler entre, je sais plus, le premier et le deuxième film ou le deuxième et le troisième film. Et en fait, c'est vraiment créer du contenu en plus ou des histoires supplémentaires, ou comme tu dis, du coup reprendre un univers qui existe déjà en recréant des histoires dedans. Je pense que ça fonctionne beaucoup mieux que juste reprendre une histoire qui existe déjà, quoi. Enfin, et pour faire en fanboy des Wachowski, du coup, oui, il y a eu les Animatrix ensuite. Il y a eu, au moment de la sortie de Matrix Resurrections, il y a eu le jeu sur Unreal Engine. Sur voilà. PS5, ouais. Ah, donc, c'est ça, c'est vraiment. Matrix, c'est la saga transmédia. C'est ça, transmédia. La plus connue pour moi. Et juste quand tu prends je reprends l'exemple de Fallout, mais aussi BioShock, parce que BioShock va avoir le droit à son adaptation. Je parle pour les deux premiers BioShock, pas le troisième. Les deux premiers BioShock, c'est pas du tout cinématographique. T'as un personnage en vue FPS, il parle pas, le personnage. Et en plus de ça, t'as pas de cinématique. C'est-à-dire que c'est juste la caméra qui va faire un zoom où t'es tout le temps sur cette vue FPS, mais t'as pas d'effet cinématographique. Donc t'as de quoi faire du cinéma avec. 100%. Est-ce que, parce que là on commence à bifurquer vers ce qui va être peut-être la suite de cet épisode, est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à The Last of Us, toutefois? Donc dans ce cas-là, maintenant on va parler, alors on va faire notre éternel tour de table où chacun va prendre la parole durant 3 ou 4 minutes, et donc l'idée quand même c'était de parler de ce mélange entre le jeu vidéo et le cinéma. Donc il y en a qui vont parler d'adaptation, il y en a qui vont parler de films qui puisent énormément dans le jeu vidéo, d'autres qui vont parler de jeux qui puisent énormément dans le jeu vidéo. De jeux vidéo qui puisent dans le jeu vidéo. Je me suis perdu. Bref, on va faire un peu du cross. Qui veut se lancer? On parlait des sœurs Wachowski. Ah bah oui. donc, Oui, allez, si on parlait des sœurs Wachowski, moi je vais vous parler de Speed Racer, donc réalisé par les Wachowski et sorti en 2008. Donc le film est certes une adaptation d'un manga et animé japonais, donc pas une pure adaptation de jeu vidéo, mais c'est un film dont l'esthétique et les processus de tournage s'ancrent tellement dans une pure inspiration du médium vidéoludique qu'il est quand même, je pense, notable de présenter ce film. Donc ça raconte l'histoire de la famille Racer qui participe en tant qu'écurie indépendante dans des courses automobiles dans un univers futuriste, et dès les premières minutes, on sent que ça va pas être un film de voiture classique comme pouvaient l'être des Fast and Furious qui sortaient en parallèle à la même époque. Les courses sont certes furieuses, mais bourrées de détails, exaltantes, bref, elles deviennent une pure expérience typique de jeux de course, notamment des jeux d'arcade, avec leurs couleurs vives et saturées, mais aussi des paysages classiques de jeux comme F-Zero ou Wipeout, des palais, des déserts, des montagnes, ou même un circuit ultra tortueux, tout cela nimbé dans des paysages urbains futuristes, etc., etc. Donc dans la mise en scène, ça se traduit par des plans de course absolument dingues et super lisibles et fluides, cherchant à imiter les caméras dynamiques des jeux de course, et elles permettent grâce à cela à amener la narration cinématographique encore plus loin, notamment lors de la première scène de course qui permet, grâce à des transitions fluides, de résumer tout ce qui est nécessaire pour l'exposition, l'acte 1 du récit, de manière inventive et jamais vue selon moi. Dans cette même scène, les réalisatrices vont donner un sens symbolique à un mécanisme propre du jeu vidéo, le fantôme. Lors de cette scène, le meilleur temps du circuit du frère de Speed, Rex, est montré sous forme de fantôme, et Speed est en mesure de pouvoir le battre, mais ne voulant pas effacer la mémoire de son frère, parce que c'est ce qu'est un fantôme, c'est une fois que le record est battu,
il fait la place, il s'efface, il fait la place au nouveau record. Donc du coup, il décélère juste avant la ligne d'arrivée afin que la mémoire de Rex reste active sur le circuit. Donc c'est une mécanique de jeu vidéo qui est utilisée de manière purement symbolique. Autrement, on retrouve plusieurs choses qui peuvent penser à la mise en scène de jeux vidéo, reprendre à l'infini le même arbre à la suite afin de limiter le nombre de polygones utilisés. On peut même y voir un côté Mario Kart avec les différents gadgets qui sont utilisés par les pilotes lors des courses. L'inspiration se ressent également dans le film car tous les gadgets peuvent être contrôlés grâce à des joysticks. Même dans sa conception, le film emprunte beaucoup aux jeux vidéo. Il est l'un des premiers à utiliser un tournage sur fond vert avec décor précalculé à 360 degrés. Les différentes courses de pilotes ont été faites grâce à un système où les acteurs conduisaient réellement sur fond vert sur les circuits qui ont donc été développés en amont. Et ça se trouve, ce sont potentiellement les parties entre guillemets des acteurs qui ont été utilisées dans le film. Mais ça, je crois pas qu'on ait de source sûre pour le dire, mais c'est potentiellement c'est potentiellement la conduite des acteurs qui est purement représentée à l'écran. Donc voilà, le film est juste dingue visuellement parlant et ne ressemble à aucun autre film qu'il ait donné de voir. Et ça fait partie de ce genre de film du milieu des années 2000 où le numérique était en plein essor et Speed Racer est le plus grand porte-étendard de ces tentatives de cinéma numérique ultime selon moi. Est-ce que je peux me permettre une remarque ? Le nom de famille de la famille, c'est Racer. Oui. Donc c'est littéralement genre si Lewis Hamilton pouvait s'appeler Lewis Pilot. Oui. Ok. C'est bien les frères Pathé confondaient le cinéma, leur père était boucher. C'est vrai, hein. Story. Non, sérieusement ? Ouais, non, vrai. Ah, merde. Ils faisaient du pâté. Ouais. Qui veut poursuivre ? Je me dis autant enchaîner Matrix et Keanu Reeves. Mais carrément, mec. Ah bah oui, Enfin, oui, oui. Matrix, Wachowski, Matrix, Keanu Reeves. Moi du coup je vais vous parler d'un sujet absolument pas d'actualité, étant donné que le jeu que je vais aborder est sorti il y a 5 ans, c'est quasiment du rétro gaming. En effet je vais vous parler de Cyberpunk 2077. Pourquoi maintenant alors que tout a été dit et redit dessus? Tout simplement car je viens de finir la trame principale du jeu dans le cadre de mon travail de recherche. C'est pourquoi je vais vous parler de l'élément central du jeu, évidemment, Keanu Reeves, bien évidemment. Ma thèse se concentre sur la question de l'acteur dans les jeux vidéo, donc voilà, c'est tout naturel pour moi, c'est mon sujet. Je vais vous présenter ma problématique du jour, je vais faire ça bien, j'ai adopté un ton très neutre. Pourquoi Keanu Reeves était le meilleur choix pour Cyberpunk? 3 raisons, principalement, on va découper ça tranquillement. Pour les joueurs, évidemment, Keanu Reeves, on ne le présente plus, il fait vraiment partie de la culture populaire, hein, il est connu pour Matrix, et il est extrêmement ancré dans la culture pop, au-delà de Matrix et d'autres séries de films, hein, évidemment, on va y revenir après, mais il y a énormément de mèmes à son sujet, et tout le monde apprécie Keanu Reeves, tous les mèmes qu'il y a eu, et même au-delà de ça, il en joue énormément, il a fait énormément de caméos très second degré, notamment dans le film Bob l'éponge, si je me souviens bien. Oui. On le retrouve partout, c'est ça, dans la brindille, je crois, dans la boule de... Ouais. Ça. Et ce qui est très pratique avec ça, c'est qu'en fait le public qui connaît Keanu Reeves, ça reste un public, enfin c'est le public du jeu vidéo, c'est des personnes du coup qui, c'est des geeks tout simplement, enfin je veux dire c'est Matrix, c'est extrêmement culture populaire, et donc y a rien d'étonnant à le retrouver là, il va littéralement vers un public qu'il connaît déjà. Deuxièmement, pour le jeu, il est extrêmement célèbre, hein, comme j'ai dit on ne le présente plus, connu par à peu près tout le monde, au moins parmi le public du jeu du coup. Mais il a permis au jeu un large succès, un gros effet waouh au moment du reveal. Est-ce que vous vous souvenez de la cinématique, de la performance sur scène? C'était impressionnant, là, le moment où il retire ses lunettes, les clameurs dans la salle, lui qui sort, c'était impressionnant. Et du coup, ça a permis au jeu de rencontrer un succès, un bon succès, malgré surtout, on s'en rappelle aussi, un lancement catastrophique où le jeu était buggé de partout. Ouais. Et je me souviens, il y avait une hype de fou autour de ce jeu. Il y avait une hype parce que c'était CD Projekt Red, parce que l'ADA du jeu avait l'air dingue. Ouais, puis il y avait eu énormément aussi même de placements de produits, de youtubeurs, de tout ça. Enfin, ils avaient fait vraiment une campagne marketing, mais à fond. Et beaucoup centré en vrai autour de la figure de Keanu Reeves, quoi. Du coup, oui, le lancement catastrophique, hein, on s'en souvient, tous les bugs de partout. Enfin, je veux dire, la version PS4. Notamment. Voilà, c'est ça. Jérémy l'avait acheté Day One. Nombre d'heures de jeu 2. Donc ça t'a... Parce que depuis ça a été réparé, depuis c'est devenu un super bon jeu. Ouais, mais j'en avais plus rien à foutre après. De toute façon, si tu veux un bon jeu, faut y jouer sur PS5 ou sur PC. C'est ce que j'allais dire, je suis pas sûr que les versions PS4 aient beaucoup... Enfin, c'est sûrement mieux, mais est-ce que c'est vraiment bien pour autant? La question est ouverte. Et toi, du coup, toi qui as joué au jeu, t'en penses quoi du coup actuellement sur PC? C'est incroyable, c'est super cool. Le jeu est vraiment bien. En vrai, en termes de narration, c'est quand même quelque chose qui se fait. Ce qui se fait de mieux, je sais pas, je fais pas énormément de jeux narratifs, mais c'est vrai que je veux dire dans la narration de l'univers et tout, c'est quand même hyper bien foutu. C'est des Project Red. CD Projekt Red, ils sont très forts pour ça. Hein. Parce que c'est vrai que moi, encore aujourd'hui, j'ai été traumatisé par ce qu'ils ont pu faire sur les PS4. Du coup, ça me donne tellement pas envie. Dans ma tête, le jeu est resté à ce stade-là, tu vois. Il a eu des mises à jour, je crois, encore le mois dernier, ou peut-être pas le mois dernier, mais il y a 3-4 mois, je crois, il y a eu la 2.21, si je dis pas de conneries, et qui était peut-être un peu la version finale du jeu.
Et là, oui, oui, de toute façon, il se concentre à fond, je crois, sur The Witcher 4. Donc, mais là, oui, non, il y a eu des mises à jour très récemment et le jeu est magnifique. Hein, mais du coup, voilà, malgré le lancement aberrant du jeu, je me suis aussi posé la question de la rentabilité, du coup, parce que, évidemment, le jeu s'est très bien vendu. Mais le cachet de Keanu Reeves, on n'en sait rien. Et même au-delà de ça, je me dis, les technologies pour le scanner, la motion capture, etc., qu'est-ce qu'il en est aussi ? On n'a pas du tout les chiffres sur la rentabilité du jeu. On suppose qu'il a été rentable. Évidemment, enfin, sinon j'imagine que le studio aurait coulé tout simplement. Mais du coup voilà, c'était bénéfique pour le jeu. Et après, je suis même allé au-delà de ça, je me dis mais même pour Keanu Reeves, en fait c'était le rôle parfait pour lui parce que pour faire simple, ça colle parfaitement à sa star image. Dans le jeu, il incarne Johnny Silverhand, un ancien rocker qui est, je vais spoiler un peu les 4-5 premières heures de jeu à peu près, décédé depuis une quarantaine d'années, qui en fait retourne à la vie, pas vraiment. En fait, son esprit a été copié sur un bout de circuit électronique qui est inséré dans l'esprit du personnage principal. Et donc, en fait, je me dis, mais c'est incroyable parce que ce mec, c'était du coup une rockstar qui a, comment dire, pour pas trop spoil, qui aimait bien utiliser ses flingues de manière très violente. Et je me dis, mais en fait, c'était parfait pour lui parce que c'est quoi ces deux rôles les plus connus, Keanu Reeves ? C'est Neo dans Matrix et c'est John Wick. Et en fait, je me dis, là, c'est parfait parce que du coup, il incarne quelqu'un qui est à la fois un peu John Wick parce que piou piou pampan, un peu gros côté agent secret bourrin, mais au-delà de ça en fait il apparaît visuellement comme un espèce de bug informatique. Il apparaît en fait avec des lignes de code en mode hologramme et tout, et en fait je me dis mais en fait c'est vraiment le personnage à mi-chemin entre John Wick et Neo, donc je trouvais ça parfait parce que même lui il vient pas changer quoi que ce soit dans sa star image. Il a un rôle qui colle à son image, dans une œuvre qui colle à son image, qui est tournée vers un public qui le connaît déjà. C'était la sécurité absolue pour tout le monde en fait, pour le jeu, pour le studio et pour les joueurs. Même lui, en fait, il n'avait pas de risque. Il n'allait pas, c'était pas un casting against type. Il n'allait pas changer quoi que ce soit de son image. Donc vraiment, il n'avait rien à perdre. Et donc au-delà de tout ça, selon moi, sa présence, elle apporte aussi beaucoup plus qu'on ne le pense, parce que dans Cyberpunk 2077, Keanu Reeves, du coup, ce que je disais, il incarne une rockstar décédée. Et en fait, il y a une forme d'ironie parce que le corps le plus réel du jeu, celui qui existe dans notre monde, dans la diégèse, bah, en fait c'est le corps le plus factice et le moins palpable, c'est juste un hologramme. Et je me dis c'est tellement ironique de la part des développeurs. Et en plus évidemment l'univers du jeu c'est un monde cyberpunk, largement question de cyborgs, d'organes synthétiques, de dons d'organes, de prothèses, etc. Et en fait là il y a une sorte, je trouve, de mise en abîme qui peut un peu rappeler le problème du bateau de Thésée. Vous savez que le bateau de Thésée, si on retire les pièces une à une et qu'on remplace par des pièces, est-ce que c'est toujours le bateau de Thésée? Et imaginons qu'on reprenne toutes les pièces de l'ancien bateau, qu'on crée un deuxième bateau, lequel est le vrai bateau? C'est ça le truc du bateau de Thésée. Et je me dis, mais en fait, là, ce qu'on retrouve là, ça met presque encore une fois une autre mise en abîme de la performance même de l'acteur dans le jeu vidéo. Parce que quand il y a un acteur dans un jeu vidéo, on voit son modèle 3D, mais ok, ça a été scanné sur lui, mais est-ce que les mouvements qu'on voit sont les siens? On ne le sait jamais, ça se trouve, ça peut être un animateur, ça peut être quelqu'un d'autre derrière. Et en fait, il y a ce truc où on vient découper l'acteur pièce par pièce pour le réintégrer dans un autre univers. Et du coup, je trouvais que la manière dont Keanu Reeves incarne Johnny Silverhand, on retrouve beaucoup de ça. Et après, je vais pas vous parler de ma thèse, mais je trouve que de nombreux jeux que je vais étudier dans mon corpus et tout, en fait, il y a un peu ce genre de sous-texte, comme notamment Alan Wake 2, Detroit Become Human, Portal 2, où en fait, à Alan Wake 2, on retrouve la question de l'identité, du dédoublement, même du trouble de la personnalité, presque. Portal 2, il y a ce truc très, très marrant, très ironique aussi, où en fait, on se rend compte que les robots sont plus humains que les humains. En fait, les robots sont les humains sont les robots. Je trouve qu'il y a quelque chose de très drôle comme ça. Et puis après, voilà, on pourra en parler pour absolument tous les jeux intégrant des acteurs. Et du coup, voilà, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'en fait, c'est vraiment un choix délibéré d'inclure des acteurs lorsque cela est en lien avec le récit? Ou en fait, est-ce que c'est moi qui fais artificiellement ce lien? Ou en fait, je me rends compte que le simple fait d'inclure un acteur ou une actrice, en fait, crée de facto du sens dans l'œuvre. Voilà, la question est ouverte. Vous avez 4 heures. C'est un peu ça. Bah, c'est vrai que ce que tu dis là sur Keanu Reeves, oui, complètement, tu vois. Ouais. C'est vrai que là, ça paraît évident que c'était parfait pour lui et que c'était une super belle occasion. Et si on réservait ça pour le Joker? Ah, pour le Joker, j'ai prévu un truc. Oh la vache! J'ai prévu un sacré truc. Oh la vache! Oula, ça promet. Non, par contre, je suis déçu, t'as pas parlé de son meilleur rôle, quoi. L'apparition dans Fortnite, son apparition dans Fortnite. Ah, mais oui, c'est vrai, putain. J'aurais pu. Pardon. Il y a eu ça? Oui, enfin, il a été dans Fortnite en tant que John Wick, techniquement. Ouais. Donc, à quand Fortnite le film? Franchement, après Minecraft, rien ne pourrait me choquer. Franchement, je vous dis, ça arrivera. C'est vrai, oui, forcément. Tu vois, moi, j'aurais aimé avoir Norman Reedus dans Silent Hill. Mais non. Ah oui, PT Project. Ouais. Ça aurait été un peu intéressant. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire sur Norman Reedus? Parce que lui aussi, en vrai, il a pas une si grosse persona, parce que lui, il vient du monde de la série. Bah, du coup,
Norman Reedus, Death Stranding, mon sujet de mémoire de Exactement. Et moi, je trouvais qu'en fait, il était parfait parce que Norman Reedus, on le connaît du coup, ça pour The Walking Dead. Et après, il avait aussi sur AMC sa série Ride with Norman Reedus. Exactement. Et en fait, pour moi, Norman Reedus, il incarne spécifiquement ce héros typiquement américain, en fait, presque le redneck et le redneck patriote. Et je trouve que tu as ce truc du coup où, tu vois, il défendait contre les zombies, il est biker comme ça. Et moi, je trouvais du coup, en fait, Death Stranding, c'est un peu le PT Project qui n'a jamais eu lieu, c'est un peu qui se rapproche le plus, et ce qu'on a eu un peu à la place en consolation. Et en fait, je trouvais ça extrêmement drôle. Pareil, il y avait ce truc très ironique où Death Stranding, tout simplement, en fait, ça semble un jeu extrêmement patriotique, mais ça ne l'est pas du tout, parce qu'en fait, l'idée, c'est de démonter un à un les États-Unis, toutes les guerres qu'ils ont pu faire, le port d'armes, etc. Et en fait, tout le gameplay, je pourrais en parler des heures, mais tout le gameplay et tout est vraiment centré autour du fait d'être pacifiste, et du coup d'aller à l'encontre du second amendement, etc. Et donc, je trouvais ça extrêmement ironique de mettre le héros typiquement américain qu'on connaît juste comme le redneck patriote, en héros principal qui dit non, écoutez, la fin du jeu, sans spoil quoi que ce soit, il dit non, on va reconstruire les États-Unis mais sans utiliser les armes. Et en fait, voilà, il y a ce truc de déconstruction au fur et à mesure qui, je trouve, est parfait avec Norman Reedus, quoi. Et du coup, J'ai fait exprès de lancer ça pour venir sur ma chronique. bah vas-y. Du coup, comme vous le savez, j'ai toujours été attiré par l'horreur en règle générale. Je vous ai beaucoup parlé de cinéma, mais il n'y a pas que ça. Et aujourd'hui, je réalise que le jeu vidéo a énormément contribué à cette passion. Quand je pense aux jeux d'horreur, je pense immédiatement à toutes ces parties ultra stressantes sur mon PC. Je me rappelle de ces 8 foutues pages qu'il fallait récupérer afin de fuir le Slenderman. Je me souviens tantôt de ces bougies à collecter dans Amnesia, tantôt ces piles à ramasser dans Outlast. Sauf qu'avant d'avoir un PC, j'avais des consoles. Et c'est bien sur l'une d'entre elles que je me suis souvenu d'avoir joué à un jeu qui me terrifiait quand j'étais petit. Je me rappelle encore de tous ces sons qui sortaient de ma manette, ces voix chuchotantes qu'il me fallait approcher de mon oreille. Je me souviens encore de ce téléphone portable, in-game, qui me permettait de voir des esprits lorsque je les prenais en photo. Mais sauf que le souvenir le plus fort que j'ai eu de mon enfance, c'était ces foutus grésillements, ces grésillements d'ondes électroniques qui venaient de ma Wiimote. Donc en gros, le jeu auquel j'ai joué quand j'étais petit, c'était Silent Hill Shattered Memories. C'était un des seuls Silent Hill qui avait été développé et programmé pour la Wii. Parce que de base, en fait, Silent Hill, ça vient de Konami, donc qui est destiné à la PlayStation. Et donc, voilà. Mais quelle enfance t'as eu? Non, mais son enfance, on pourrait faire un podcast là-dessus, je pense. L'enfance de Fred. Mais qui a eu l'idée de faire un jeu d'horreur pour la Wii? Parce que vraiment, la console familiale par excellence, on va foutre vraiment des jeux d'horreur dessus. Enfin, après, je veux dire, ça fonctionne super bien, visiblement. Mais oui, parce qu'en fait, le jeu est tellement il est programmé pour la Wii, Ouais, donc tu voilà, vois, t'as ça. plein de moments où tu dois bouger ta Wiimote, où tu entends les sons. Donc je sais plus, à l'époque PS3, Xbox, il n'y avait pas de son qui pouvait sortir de la manette. PS4, je crois. PS4, mais sur la pas PS4, tu vois, ouais. PS3, parce que du coup le jeu est sorti en... J'ai oublié, mais dans les années 2000, quoi. Donc, 2007, la Wii c'est sorti en 2007. 2006. ok, donc déjà, 2006 même. au moins sûr à partir de 2007. Donc je trouvais que le jeu est bien, parce qu'après il a été programmé du coup sur la PS2 et sur je ne sais plus quelle console. Et en fait ça PS3? marchait plus du tout. Non, la PS2 et Xbox. et Xbox du coup. Voilà. Donc là, le jeu dont je vous parle, c'est le 7ème volet de la saga. C'est un jeu encore très peu connu et très sous-coté à mon avis. Mais on va revenir au début. Le premier Silent Hill, il sort en 1999. Faut savoir qu'à ce moment-là, c'est Resident Evil, sorti en 1996, qui porte un peu tout le jeu d'horreur. C'est vraiment un jeu qui a énormément marqué Resident Evil. Sauf que Silent Hill va vraiment venir en contradiction avec Resident Evil. Par exemple, là où Resident Evil se passe intégralement en huis clos, dans un manoir hanté dans lequel vous incarnez un personnage qui peu à peu au fil du jeu monte les échelons et détient de plus en plus de skills pour tuer des monstres. Dans la franchise Silent Hill, vous allez incarner un personnage complètement perdu au milieu de nulle part, pris dans un brouillard qui annule tout champ d'horizon. Et ce brouillard, il n'est pas là pour rien. Il faut savoir que comme dans Resident Evil, où les cadrages fixes cachent tout simplement un défaut de la PlayStation, qui était de ne pas pouvoir afficher un énorme champ d'horizon, le brouillard dans Silent Hill vient du coup masquer ce défaut, mais il l'utilise comme une qualité, justement. Ce défaut, du coup, il est mis au service de l'intrigue, de l'atmosphère du jeu, et surtout de son but principal, celui de vous perdre. Donc c'est fini ces longs couloirs linéaires, ces portes qui s'ouvrent pour marquer un temps de chargement. Maintenant, le jeu offre, ou plutôt donne l'illusion, parce que je trouve que tous les jeux qui se disent donner le choix aux joueurs, j'ai l'impression que c'est souvent un peu quand même de l'illusion, c'est un peu un jeu d'illusion. Bref, et c'est ce qui me plaît dans Silent Hill, c'est qu'il y a une attention toute particulière donnée à l'espace, à l'atmosphère, quitte à ce que le joueur se balade sans vraiment savoir où il va. Cette perdition volontaire, elle va permettre de rendre encore plus immersive l'expérience du joueur. On dit donc au revoir aux gadgets en tout genre qui permettent de tuer des monstres, on les troque plutôt à des objets énigmatiques, anodins à première vue.
mais qui permettent par la suite de résoudre des casse-têtes ou bien de comprendre davantage l'histoire. Et donc à chaque nouveau jeu, en soi, le postulat reste le même. Vous incarnez un personnage perdu dans la ville de Silent Hill, à la recherche d'un autre personnage. Dans le premier, c'est la fille d'un père. Dans le second volet, le plus connu, c'est la femme décédée d'un homme. Du coup, quand vous jouez à Silent Hill, vous sentez que la ville elle-même est un personnage à part entière. Très souvent même, tous ces monstres qui habitent les espaces dans lesquels vous vous trouvez, ils sont souvent présents pour matérialiser les névroses du personnage que vous jouez. C'est surtout ce qui est apparu à partir du 2. Mais à côté de tout ça, ce qui est hyper aussi important dans la saga Silent Hill de jeux vidéo, c'est la musique, qui elle aussi apporte énormément à ce travail atmosphérique. Je dirais même qu'elle est égale à l'image. Donc Akira Yamaoka, il va mélanger plusieurs styles différents. On va passer par de la dark ambient mixée avec de la field recording. Quand je dis field recording, c'est en fait des enregistrements de plusieurs matériaux. Par exemple, là dans Silent Hill, ça va être du métal, ça va être des bruits un peu moches en fait, des bruits qui donnent une texture. Et ça permet du coup de mettre mal à l'aise le joueur. Mais à côté de ça, Yamaoka il va rajouter de la musique classique, beaucoup de solos de piano, pour vraiment ajouter ce côté très mélancolique qui est propre à la saga. Et donc, par exemple, si on doit comparer la musique de Silent Hill, je dirais qu'on pourrait vraiment se rapprocher, bon j'abuse peut-être un peu, mais des musiques expérimentaux de Radiohead, surtout leur dernier album, ou alors d'autres groupes comme Nine Inch Nails ou encore Aphex Twin. Sinon, moi je trouve que la musique de Silent Hill, on pourrait, je crois en tout cas que Yamaoka s'est beaucoup inspiré de David Lynch, et avec Angelo Badalamenti qui est son compositeur, et ça a énormément emprunté à Lynch. Mais bon, désolé, j'ai un peu beaucoup parlé des jeux, on va parler du film du coup. Donc Silent Hill de Christophe Gans, sorti en 2006. Le film reprend à peu près les grandes lignes narratives du premier jeu. La seule différence, c'est que cette fois-ci, le père est remplacé par la mère qui doit retrouver sa fille, et accompagnée d'une policière. On retrouve les mêmes mécanismes des jeux vidéo et surtout un élément très important, l'overworld. J'en ai pas parlé, mais en fait, les Silent Hill, ce qui est un peu plus terrifiant, c'est qu'à chaque fois que vous vous baladez, vous allez avoir des moments un peu hasardeux plutôt, où en fait le monde va se renverser et vous allez tomber dans un monde tout noir, avec des monstres, avec une ambiance un peu plus apocalyptique. Et c'est ces instants où les personnages rentrent dans une nouvelle dimension, du coup. Donc voilà, justement, à ce moment-là, l'Overworld, moi mon souvenir que j'avais quand j'étais petit, c'était donc Silent Hill Shattered Memories avec la Wiimote qui grésillait. Et c'est marrant parce que du coup, ça c'est un truc dont on peut parler tout de suite, même tous ensemble. Silent Hill, je me demande si c'est le jeu vidéo qui a lancé justement ce mécanisme dans le jeu vidéo, que de créer une opposition entre jour et nuit, avec un gameplay qui change selon les conditions. Je sais pas si vous voyez, par exemple, moi je pense au Survival, Minecraft, The Long Night, qui est un super bon Survival. Mais est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples de jeux ? Genre moi je pense à Dying Light aussi. Moi j'ai ça avec les Zelda, parce que à partir de Ocarina of Time, surtout dans Ocarina of Time, en fait, tu as ce système de jour-nuit. Ouais. Effectivement, la nuit, quand tu es dans les plaines d'Hyrule, tu as des squelettes qui vont sortir du sol, tu as des esprits qui vont venir t'attaquer. Et moi, ça me faisait toujours très peur. Donc dans Zelda, dès que j'avais l'occasion, je trouvais la mélodie du jour et de la nuit. Et dès qu'il commence à faire nuit... Et voilà. Peut-être les premiers RPG aussi, hein, parce que je pense que tu devais déjà avoir ce système jour-nuit avec auberge, boutique fermée et apparition de monstres. Peut-être dans les premiers Elder Scrolls, ce que je me disais en les 1 et 2 qui doivent du coup être sortis avant peut-être. Parce que, c'est pas début 2000, c'est quoi, Morrowind, je crois que c'est 2003. Mais tu sais, les Elder Scrolls, c'est les tout premiers, tu sais, en vue, j'allais dire pas en... milieu 90, ça a dû sortir. Ouais, c'est ça devait être 93, 94 les premiers peut-être. Parce que c'est vrai qu'Ocarina of Time, c'est 98 du coup. Oui. 97 au Japon peut-être, mais 98 par chez nous. C'est vrai, vous parlez de Zelda, moi je pense surtout à, je crois que c'est Majora's Mask. Oui, vous avez ce la temporalité, mais qui est beaucoup plus complexe. Ouais. Et voilà, et je trouve qu'en fait, là où donc Zelda, Majora's Mask et Silent Hill, ils ont peut-être la même similarité, c'est d'avoir du coup une contradiction entre deux moments de jeu, mais qui sont là juste pour mettre une tension chez le joueur, parce que c'est ça Majora's Mask, non ? Est-ce que tu peux rappeler le... Ouais, en fait, dans Majora's Mask, en fait, tu as 3 jours, et vraiment le timer t'est compté dans le jeu 3 jours avant que la lune ne crache sur Termina, qui est la zone du jeu. Et en fait, tu peux remonter dans le temps, mais en fait, tu retomberas toujours 72 heures avant la chute de la lune. Mais j'ai un autre truc aussi de jour-nuit pour un film, c'est les visiteurs. T'es con. J'allais y venir justement. Donc cette opposition. Merde. Je t'ai chippé. En fait, je parle pas de Silent Hill. Je parle des visiteurs. Je t'ai chippé ta blague. Vraiment premier degré. T'avais écrit cette blague et tu l'avais. Et je te l'ai chippé. Non, pas du tout. Mais je vais y venir justement à comment cette opposition dans le jeu vidéo qui est hyper intéressante parce que un joueur qui du coup toutes ses habitudes de jeu sont renversées par une nouvelle mécanique. Comment dans le cinéma on peut mettre ça en place ? Et donc dans le film, cette phase donc monde réel et overworld va permettre d'alterner des moments où les personnages avancent dans une intrigue, où ils assimilent le plus d'informations diégétiques donc dans le vrai monde, pour faire avancer l'histoire. Et à côté, vous avez donc l'Overworld,
qui est là du coup pour plutôt comme des obstacles en fait pour les personnages, des instants où donc l'horreur s'empare de l'image. Je trouve pas que ce Silent Hill de Gans soit un si bon film. Je trouve même qu'il se perd beaucoup et plus précisément sur le scénario. Et c'est marrant, du coup on parlait de ça dans The Last of Us. Je trouve que Gans a trop voulu suivre le jeu vidéo tout en oubliant que les deux médiums sont différents. Tout simplement parce que un joueur interagit avec un jeu, bon effectivement je répète, désolé, vous êtes trop chaud les gars. Un joueur interagit avec un jeu, là où un spectateur du coup observe une image. Et quand je suis l'intrigue du film, je m'ennuie. Parce qu'en fait je vois que les personnages principaux, ils passent par toutes les étapes du jeu. Donc le cheminement du jeu qui donnait l'impression d'avoir une certaine liberté, là cette perdition du coup dont je vous parlais, dans le film ça devient simplement un cheminement linéaire. Vous avez du coup la mère qui trouve des indices, des clés, qui avance dans des couloirs et donc on s'ennuie un peu fort. Maintenant là où le scénario ne marche pas, car adapter un jeu vidéo signifie l'amputer de son principal attrait, l'interactivité, je trouve que la mise en scène pour le coup est très intéressante à analyser. En fait, Christopher Gans, du coup, il est très fan des jeux vidéo. Il a compris quelque chose de primordial quand il s'agit d'adapter un Silent Hill, la ville. Parce qu'en fait, la ville est vraiment une entité à part entière, quoi. Et chaque plan du film est mouvant, même sur des passages anodins. Par exemple, la caméra trouvera toujours un moyen de se mouvoir. Pourquoi, vous allez me dire ? Parce que ce qui intéresse Gans, ce n'est pas de filmer un ou des personnages se perdre dans une ville, mais c'est de filmer la ville dans laquelle se perd un ou plusieurs personnages. Il y a une attention toute donnée au décor et à la ville que la caméra va certaines fois faire le choix de commencer par filmer. Par exemple, il y a beaucoup de courses-poursuites dans Silent Hill et souvent les plans vont commencer par des immeubles de la ville et la caméra va d'un coup faire un travelling et filmer le personnage en train de courir. Et ça va être souvent ça, souvent les bâtiments, les objets. Par exemple, moi je pense à un surcadrage qui est hyper beau dans le film, c'est une poussette déchirée et en son centre donc la mer qui avance dans les villes, dans le brouillard, quoi. Donc il y a vraiment une intention toute donnée à la ville. Qui passe souvent avant les personnages. Donc voilà, la caméra est très mouvante, elle va filmer avec beaucoup de distance, elle va filmer beaucoup en plongée, voire des plongées zénithales, mais ça c'est surtout des clins d'œil au jeu. Et elle va préférer filmer, reculer des personnages plutôt que de filmer de plus près la frayeur de leur visage. Ce qu'on aurait pu penser dans un film un peu qui prend pas le temps d'adapter soigneusement un jeu vidéo. T'as regardé les suites ou pas ? J'ai regardé la suite, mais c'est vrai que ça fait longtemps. Je crois qu'elle était un peu moins réussie. Silent Hill Révélation 3D. Ouais, exact. Cette bonne double. Mais justement, vous parliez de la 3D. Est-ce qu'ils ont pas mis de la 3D justement pour... En fait, la 3D, c'était juste parce que c'était la période, en fait. C'était le moment où Avatar s'avait cartonné, donc tout le monde voulait faire son film en 3D. Mais sauf que, bon, pour la 3D, il faut de la lumière. Et pour un film aussi ténébreux que Silent Hill, ça fonctionne pas. Si je peux terminer peut-être sur ma chronique un peu trop longue. Donc le problème du film, c'est l'intrigue. Et en fait, ce qui a encore plus atteint l'intrigue, c'est qu'ils ont rajouté le personnage du père dans le film qui est joué par Sean Bean. Il faut savoir que Christophe Gans, il n'était pas du tout d'accord à la base. Lui, il voulait vraiment se concentrer sur Silent Hill. Il voulait absolument que des personnages féminins. Donc vous avez la mère, la fille et la policière qui l'accompagnent. Et en fait, la production lui a expliqué qu'il voulait un point de vue masculin. Il trouvait que c'était sans point de vue masculin, le film pourrait pas être intéressant pour le grand public. Donc ils ont ajouté Sean Bean, mais qui en fait n'est pas dans la ville pendant tout le film. Donc pendant tout le film, vous avez une alterne entre moments dans Silent Hill hyper intéressants et moments où Sean Bean est perdu. Et essayer de trouver sa femme et sa fille sans réponse, quoi. Donc il y a ce truc un peu chiant où... Et maintenant, relou, les aventures de Boromir. Ah oui, exactement. J'allais te demander, et ce fameux dernier plan sur du buisson. Sur le buisson. Je ne saurais pas dire, vraiment c'est très très nul ce dernier plan. Bref, mais après c'est un défaut, mais qui en soi justement est intéressant parce que dans la fin, avoir alterné une intrigue pas du tout intéressante avec Sean Bean et le film en lui-même, on arrive du coup à une conclusion où les personnages ne pourront jamais plus se rencontrer parce que la mère et la fille... désolé, je spoil, c'est bon, merde. T'aimes bien spoiler, toi. 2006, quoi. 2006. On a reçu des commentaires qui nous ont dit, mais vous faites chier à spoiler. C'est vrai ? Oui. Bon, bref, en tout cas, cette alternance, elle est cool parce qu'à la fin du film, du coup, on comprend que la mère et la fille ne sont pas du tout sorties de Silent Hill, sont encore piégées dans cet autre monde. Et elles habitent en fait l'appartement avec le père qui est aussi présent, mais les trois personnages ne peuvent pas se voir. Donc c'est assez intéressant, justement. Le défaut devient une mini-qualité à la fin. Ce qui a envoyé chier dès le début du 2 d'ailleurs. Mais sinon, je sais pas, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour améliorer ce Silent Hill, quoi. Je sais pas, je l'ai pas vu. Ah ouais. Et j'ai pas joué au jeu. Petite dernière info, le réalisateur du coup, Christophe Gans, va sortir la suite, The Return of Silent Hill, qui sort cette année. Normalement, parce que Christophe Gans, on le connaît, certes là il est sur le projet, mais ça, dans combien de temps ça va sortir ? Oh là. Je sais pas. Ok. Alors moi je vais vous parler de Knight's Island, c'est un film écrit et réalisé par 3 personnes, Étienne Barbier, Guillaume Cos et Quentin Lelgouache. Et en fait la particularité de Knight's Island, c'est d'être un documentaire sur le jeu Dazed. Alors en fait Dazed à la base c'est un mode du jeu Arma, donc comme peut-être vous connaissez Altis Life, le jeu qui avait fait connaître Amixem à l'époque notamment. Et le principe de Dazed c'est d'être un jeu en roleplay.
Donc le roleplay, c'est quelque chose qui se trouve aussi sur Arma, mais qui a aussi été développé plus récemment sur GTA V. En fait, le concept du roleplay, c'est que vous avez le jeu qui vous laisse libre cours de faire ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une base de gameplay qui est dans DayZ en fait la survie, avec des zombies et de la survie, mais les joueurs en fait indiquent leur propre rôle, communiquent avec leur micro et définissent eux-mêmes leur objectif dans le jeu. Et la particularité de Knight's Island, c'est d'être un documentaire qui a été tourné directement à même le jeu. C'est-à-dire qu'on a pris les images virtuelles pour en réaliser un film. Et comme je vous le disais, c'est un jeu de rôle, donc en fait le trio de réalisateurs, ce qui est très intéressant, c'est que quand ils arrivent dans DayZ, ils se présentent eux-mêmes comme des cinéastes. C'est-à-dire qu'ils se sont vraiment 3 réalisateurs qui, même dans le jeu, jouent des réalisateurs. Donc en fait, le documentaire, il va d'abord rendre compte des diverses communautés et joueurs qui peuplent le jeu, comme si toute la virtualité était réelle. C'est-à-dire qu'on va d'abord rencontrer un groupe de cannibales anarchiques qui s'amusent dans le jeu à tuer tout ce qui bouge. Plus tard, on va rencontrer une autre communauté qui ou un leader qui s'appelle le Révérend, qui vénère un dieu fictif. En fait, tout ça, c'est pas le jeu qui le fait, c'est les joueurs eux-mêmes qui inventent leur dialogue, qui inventent le RP, en fait, qui inventent même le lore et l'univers du jeu. Alors là, on pourrait se demander quel est l'intérêt de faire un documentaire sur ça. Mais en fait, c'est que derrière cet aspect fictionnel, on a vraiment une réalité, celle des serveurs qui ont des années d'histoire. C'est-à-dire que c'est sorti en 2012, DayZ. C'est-à-dire qu'on a plus de 12 ans de joueurs qui ont créé leur propre histoire, qui ont joué. Le trio de réalisateurs, ils ont passé presque 1000 heures dans le jeu au total pour faire leur documentaire. Et en fait, on va s'apercevoir justement que les différents joueurs ont énormément de souvenirs qui sont attachés dans le jeu. La plupart des gens qu'ils vont rencontrer, c'est pas des hardcore gamers, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui ont joué à plein de jeux comme on a pu jouer. C'est des gens qui ont leur vie à côté, souvent une vie de famille, un travail, mais leur hobby, leur occupation, ça aurait pu être le golf, ça aurait pu être le cinéma. Eux, c'est se connecter le soir pour jouer à DayZ. Et on va être témoin justement de toutes les diverses interactions de ces joueurs qui, si elles ne sont pas incarnées physiquement, sont bien réelles. En fait, on a vraiment un vecteur de lien social à travers le jeu. Et c'est comme ça que Knight's Island va se dévoiler comme une véritable œuvre philosophique où les joueurs vont interroger leur propre rapport au virtuel et au réel. Et c'est d'autant plus pertinent quand on sait qu'une grande partie du documentaire a été tournée pendant le confinement. Donc les différents confinements mondiaux, justement, où les joueurs ont pour les joueurs, le seul moyen d'avoir eu des rapports sociaux, ça a été de se connecter à DayZ pendant l'épidémie de coronavirus. Avec ça, en fait, il va se détacher de nombreuses scènes touchantes. Je pense notamment à ce couple qui, après avoir couché leur fils, en fait, jouent l'un à côté de l'autre au jeu. C'est-à-dire ils expliquent qu'ils ont leurs 2 PC collés côte à côte et en fait, ils partagent des aventures dans le jeu. C'est-à-dire que comme une sorte de rendez-vous romantique, et leur activité de couple, c'est de jouer au jeu. On a aussi une autre personne qui explique qui vit en Afrique du Sud et lui, en fait, il aime se connecter tard le soir dans le jeu et juste se balader dans le jeu, se balader dans les grottes, dans les paysages, parce qu'il trouve que c'est quelque chose de très apaisant. Et justement, va se dégager aussi une dimension ultra poétique, puisque va être filmé les paysages, va être filmé donc les paysages, les différentes composantes du jeu, mais tout est filmé avec une vraie réflexion de cinéaste. C'est-à-dire que les cinéastes, ils sont passés par l'Académie des Beaux-Arts, et ça se voit énormément parce qu'ils vont pas juste prendre la caméra, j'appelle ça un peu la caméra plan séquence, le truc basique du jeu vidéo, t'avances avec ta souris, ton joystick. Non, en fait, chaque plan est réfléchi, c'est-à-dire qu'on va avoir des gros plans sur les personnages quand ils parlent, des effets de champ contre champ, des zooms, des dézooms sur le décor, des inserts des plans de paysage. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que le caméraman est un des joueurs, il doit toujours réfléchir à son placement pour prendre la scène qu'il veut. Quand il veut prendre un plan large, tu le vois en fait courir, tu le vois en fait qu'il court extrêmement loin de tous les autres joueurs pour prendre le panorama avec la colline. Et tu as une scène par exemple qui est très belle où quand ils interrogent justement le révérend dont je vous ai parlé, ils sont dans une église orthodoxe parce que le lore du jeu se fait passer ça dans une ancienne république soviétique. Et en fait, ils vont vraiment décortiquer l'église en mettant en avant les icônes, en mettant différentes images. Et pour un jeu qui est pas extrêmement beau, c'est un vieux jeu avec des vieux graphismes, on arrive à avoir une véritable beauté. En fait, avec la mise en scène cinématographique, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les moyens du cinéma pour sublimer le jeu vidéo. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on a vraiment une composante qui mélange virtualité du jeu vidéo et pur cinéma. Et du coup, vous avez une ambiance un peu, tu parlais de Silent Hill, mais on retrouve un peu cette ambiance un peu liminale, backroom, avec toutes ces séquences, je pense aux plans de caverne, aux plans de paysage. T'as un côté très mélancolique qui se dégage, t'as vraiment la sensation d'une réalité, d'un monde virtuel, mais qui est aussi réel à la fois. Du coup, je voudrais juste citer une critique que j'avais vue, et je trouve que ça résume parfaitement bien. C'était « Cette réalité n'est pas qu'aliénante, elle est également une incroyable fenêtre sur le monde où les imaginaires des uns et des autres convergent. » Voilà, je dirais que Knight's Island, ça utilise les moyens du cinéma pour sublimer le virtuel du jeu vidéo. C'est marrant que tu parles de ça parce que moi, Skyrim, par exemple, c'était un de mes jeux préférés, pas pour l'histoire, mais en soi, c'était juste pour me balader dans le jeu. Pour l'immersion. Pour l'immersion. C'est ce que beaucoup ont avec Minecraft aussi. Ouais, Minecraft. Mais j'ai l'impression que l'immersion aussi, il y a beaucoup la musique qui joue. Tu vois, moi, Minecraft Skyrim, en soi, à chaque moment où tu te balades, t'auras toujours une petite musique qui va un peu aller avec l'ambiance, quoi. Bah pour le coup, pour Knight's Island, je crois que c'est les 3 cinéastes qui ont eux-mêmes composé la musique, et c'est une musique qui est
qui fait un peu lynchienne, un peu Lofi, Lynch, liminal. Je ne sais pas trop comment mettre des mots sur ça, mais je pense que vous voyez un peu ce genre d'ambiance. On va appeler ça de la Low Lynch. De la Lou Lynch. Ouais. Mais tu vois, j'avais vu un truc pour revenir sur Death Stranding 2. J'arrête pas de voir des reels en ce moment qui expliquent que la musique va changer selon ta marche dans le jeu. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais, c'est Hideo Kojima qui parlait de ça avec le compositeur dont j'ai oublié le nom. Mais en gros, oui, c'est ça. Il montrait là en haut d'une montagne. En fait, si tu prends le chemin principal, ça va être très orchestral. Si tu marches, il y aura la batterie. Si tu t'arrêtes, il n'y a pas la batterie. Et si tu prends un petit chemin de traverse, là, tu auras un truc beaucoup plus étouffé, beaucoup plus intimiste. Mais en soi, ça existe depuis, c'est pas révolutionnaire, c'était... il y avait des vidéos sur jeuxvideo.com à l'époque, c'était le compositeur Olivier de Rivière, un Français qui parlait de ça dans un jeu français de Dontnod, je crois qu'il se passait à Paris, ou je sais plus... C'est pas Remember Me ? Remember Me, voilà, exactement, je te remercie. Et il y avait ce concept-là aussi. Et ce concept-là, et même dans certains Pokémon sur DS ou même sur Game Boy Advance, je sais plus exactement lesquels, où en gros, le thème des routes, quand tu te déplaces, t'as la batterie, quand tu te déplaces pas, t'as pas la batterie. Après, je pense que là, peut-être qu'ils vont aller encore plus dans le détail, tu vois. Oui, évidemment, et là, du coup, c'est vraiment pensé, comme on le ferait dans un film, du coup, c'est pensé pour suivre l'action du joueur, parce que c'est un peu le problème dans le jeu vidéo, c'est que tu peux difficilement définir une musique et une ambiance, parce que ça dépend de l'action du joueur, il suffit juste que tu es un joueur un peu, indiscipliné, qui fait pas ce qu'on attend de lui pour que ça crée une dissonance complète, quoi. Moi, je suis embêté parce que vos analyses là, eh oh. Moi, je vais vous parler de... Moi, je vais avoir l'air de quoi là? Mario, c'est cool. Il saute pour avoir des pièces. Non, en fait, moi, c'est une question que je me pose souvent, qui apparaissait beaucoup courant 2017-2018. C'était ces jeux vidéo, ces trailers de jeux vidéo, et les gens étaient en mode Waouh, on dirait du cinéma. Genre la bande-annonce de Watch Dogs. Ouais, oui, carrément. Oui, putain. Et tu sais, à un moment donné où cinéma et jeux vidéo se confondaient, et en fait, là, au travers de deux jeux, moi, qui sont très importants pour moi, je me pose la question de cette évolution, ce passage entre la 6ème génération, donc la PS2, 7ème génération, la PS3 et 8ème, la PS4, et comment en fait petit à petit le jeu vidéo avant avait des limitations qui l'empêchaient de ressembler entre guillemets au cinéma, qui à un moment a commencé à le singer, et qui aujourd'hui on a tendance à dire que le jeu vidéo est supérieur au cinéma en matière de procédés. C'est hyper précis comme truc, c'est très bien. Ouais, bon bah c'est cool. Donc en fait, moi mon premier gros jeu dans cette liste là, pour moi c'est les Metal Gear. Parce que les Metal Gear Solid, c'est vraiment les premiers jeux qui ont posé beaucoup la cinématique, le principe de la cinématique, comme faisant partie intégrante de toute la narration et même de tout l'intérêt du jeu, jusqu'au 4e épisode qui s'appelle Guns of the Patriot, qui est sorti en 2008 sur PS3, qui est vraiment mon préféré de la saga, moi, le Metal Gear Solid 4, et qui pour le coup, sur 8 heures de jeu que j'ai eu, la moitié était des cinématiques, c'est-à-dire que le jeu se conclut par 1h30 de cinématiques. J'espère que t'avais pas ta mère qui t'appelait pour aller manger. Hein. Je t'avoue que j'étais un peu embêté en vrai. À un moment donné, j'ai dû m'interrompre pour aller manger, vraiment pendant le gros climax du jeu, et c'était incroyable. Moi, c'est devenu un de mes jeux préférés. Et justement, à l'époque de la PS3, il y avait toute cette plus-value du on peut lire du Blu-ray et regarder nos jeux vidéo ressemblent à des films. Mais effectivement, le défaut qu'on peut reprocher à Metal Gear Solid 4, c'est qu'il oublie un petit peu d'être un jeu vidéo. Même si je trouve que les phases d'infiltration de Metal Gear Solid 4 sont incroyables. Mais effectivement, à la fin, j'ai littéralement posé ma manette. Ma manette s'est éteinte. J'ai posé mes mains sur mon bidon et j'ai regardé Metal Gear Solid 4. Et tu as eu la télé qui a fait votre télé va s'éteindre dans 2 minutes. Un petit peu. Ah oui, et d'ailleurs, il y avait un petit défaut par rapport à MGS4, c'est-à-dire que de temps à autre, tu pouvais interagir avec la cinématique pour faire survenir des flashbacks des anciens jeux. Sauf qu'en fait, quand le jeu m'invitait à appuyer sur le bouton et ça durait genre 2 secondes l'invitation, et ben en fait, ma manette était éteinte. Donc du coup, je pouvais pas regarder le flashback. Toujours brancher sa manette de PS3. Oui. Donc je digresse un petit peu parce que Metal Gear Solid 4 était donc ce jeu qui n'était pas vraiment un jeu, c'était plutôt un film. Parce que la cinématique prenait trop de place. The Last of Us ensuite est apparu, un peu mieux équilibré sur la question du rapport entre gameplay et cinématique, mais toutefois, la grosse qualité qu'on ressortait quand même de The Last of Us, c'était waouh, on dirait vachement un jeu vidéo. Et pour moi, le jeu justement, qui a vraiment entériné cette idée-là, et qui utilise justement un code de mise en scène de cinéma tout le long de son jeu, c'est le God of War de 2018. Alors moi j'ai pas découvert God of War avec la trilogie sur PS2, je les ai testés, ça m'a pas plu. Par trop contre, bien God of War 3, voilà, j'étais obligé de le dire. Le 3, alors j'ai pas fait le 3 en vrai, j'ai les fait angles le de 1. caméra incroyables, c'est hyper intéressant. Ouais, j'ai fait le 1, j'ai pas aimé. Le combat contre Zeus à la fin, pépite. Mais voilà, Poséidon. Mais par contre, le God of War de 2018 sur PlayStation 4, il utilise un procédé qui ne pouvait pas être fait avant du fait des chargements nécessaires pour la PlayStation 3, c'est le principe du plan séquence.
et qu'en fait, littéralement, God of War confond séquences de gameplay et séquences de cinématique, puisque les deux se confondent sans aucune interruption, sans aucun temps de chargement, et donc tu peux littéralement te dire que God of War est un immense long métrage en plan séquence. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà les prémices de ça en moins bien réussi dans les... Je pense au Heavy Rain ou Moi, je ou pensais, à Beyond Two Souls. je pensais sinon même à Half-Life où justement en fait les cinématiques que tu vois, tu gardes le contrôle de ton personnage et c'est juste comme Portal en fait où Oui. tu dois regarder au bon endroit. Bah, BioShock aussi avait Ouais. ça. Mais après oui, t'as quand même les temps de chargement qui font que ça crée une petite coupure de mémoire. Half-Life 2 à chaque fois ils s'arrangeaient pour en fait passer d'un monde à l'autre. Comment dire, ils t'enfermaient dans une pièce et en fait image fixe, temps de chargement et ça revenait. Comme, mais oui, t'avais pas le... Comme le faux plan séquence quand tu utilises un mur ou quoi, ou Ouais, c'est n'importe ça. quel objet du Mhm. décor pour continuer Sauf le que plan. là, les Ouais, temps de c'était chargement de God of War, ils passent de manière très discrète quand Kratos doit se faufiler dans des petits passages. Donc ce sont des faux temps de chargement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, vous parlez de cinématiques qui se déroulent en ayant le contrôle du personnage. Dans ces séquences-là, on n'a plus le contrôle du personnage. Par contre, la fluidité faite, et littéralement, tu as une vraie mise en scène dans God of War qui est quand même ultra impressionnante, surtout dans le Ragnarok, je trouve, qui est d'un point de vue mise en scène encore meilleur, mais n'a pas une histoire aussi bien contée que dans le God of War de 2018. Mais voilà, moi c'est vraiment genre cette idée que en fait tu assassines presque le principe du cinématique pour l'inclure directement dans ton gameplay. Et donc c'est ce chevauchement des deux qui fait que pour moi genre God of War c'est vraiment un gros tour de force juste en matière de mise en scène de jeux vidéo. C'est marrant parce que du coup, il faudrait que tu joues au 3. Parce que ce que je trouve peut-être dommage à partir de 2018 avec les God of War, c'est qu'on passe à cette caméra, tu sais, troisième personne qui suit le personnage. Alors que dans les anciens God of War, tu avais souvent, à chaque moment où tu avançais dans le jeu, des angles de caméra qui changeaient. En fait, oui. qui changeaient. C'était une vraie mise en scène finalement. Tu combats les boss en 2D, Exact. comme si tu jouais à un Street Fighter ou un Mortal Exact. Kombat, mais tu enchaînes d'autres phases de gameplay où tu vas être plutôt en vue isométrique, vue du dessus. C'est ça. Et c'est vrai qu'en termes de changement de plan, les premiers God Ouais. of War sont vachement Bah, intéressants. tu parlais des boss, Poséidon, techniquement, c'est un des exemples très très rares dans le jeu vidéo de jouer à la deuxième personne. C'est-à-dire que tu incarnes, enfin, tu es dans la tête de dans la vision de Poséidon et tu te vois toi tabasser Poséidon. Ah, Donc il y a quand même, tu vois, des trucs hyper intéressants dans les anciens God of War où je trouve qu'il y a quand même une mise en scène là où peut-être on peut critiquer les nouveaux. vu que ce sont des TPS. C'est ça, mais tous les jeux vidéo font ça maintenant, tu vois. Mais remarque, c'est vrai que le 3, faudrait que je le fasse, mais visiblement Santa Monica Studio, ils sont très 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 inventifs dans la manière de dépeindre des scènes de combat qui sont quand même vachement titanesques, quoi. Mhm. peux te le prêter si tu veux. Ou je dois le trouver sur PS5 en vrai. Hein. Ok. Donc voilà, c'était mon petit commentaire sur cette idée des cinématiques et de comment en fait je perçois un peu God of War comme l'accomplissement en fait de ces 15 années de tâtonnement où on a essayé de dire le jeu vidéo c'est comme du cinéma et on va essayer de singer ce qu'est le cinéma, et à partir de God of War, bah ça y est, c'est fait. Mais est-ce que c'est vraiment du tâtonnement, on va dire une démarche créative, ou plus justement un tour de force technique? Parce qu'en fait, forcément, les temps de chargement, tu vois ce que je disais, dès Half-Life 2, qui était quoi? C'était 2003, 2004, je crois. T'avais déjà des tentatives de dissimuler au maximum. T'avais quand même, oui, une image fixe, chargement, mais c'est qu'en fait, techniquement, on pouvait pas parce que c'était sur des CD, c'était sur tout ça. Maintenant, en fait, c'est l'avènement du SSD qui a permis aussi de charger tout ça, les cartes graphiques, enfin, c'est des mémoires plus rapides en fait qui ont permis de s'affranchir des temps de chargement au maximum. C'est quoi. ça, parce que le temps de chargement c'est littéralement ce qui te sort le plus de ton jeu. Oui. On pense à Sonic 2006. Oui. Alors que là, en fait, maintenant les temps de chargement ça n'existe plus. Donc tu peux faire n'importe quoi, tout ce que tu veux avec le rythme de ton jeu. Bah après, là, du coup, ils pouvaient pas non plus faire ce qu'ils voulaient en termes de rythme. C'est juste, comme tu dis, qu'ils ont dissimulé les temps de chargement. Les temps de chargement, c'est quand même nécessaire. Mais c'est vrai qu'après, actuellement, c'est surtout Unreal Engine 5 en fait qui est en train de révolutionner un peu. Je sais pas si vous aviez suivi. Moi, j'avais vraiment suivi la conférence PS5. La première annonce de la PS5, en fait, il revenait. Du coup, il y avait Epic Games qui était là pour présenter Unreal Engine 5. Et en fait, c'était le système Nanite ou Nanite en anglais. Où en fait, il y a même plus besoin de faire ce qu'on appelle la rotoscopie. Parce qu'en fait, les modèles de jeu, on peut directement mettre des versions de travail avec 25 millions de polygones si on veut. Parce qu'en fait, c'est que le jeu vient adapter le moteur de jeu vient adapter en temps réel le nombre de polygones et tout. Et en fait, c'est vraiment un moteur de jeu qui est pensé justement pour s'affranchir des temps de chargement. Et en fait, le summum de cette technologie, en vrai, je pense que c'est un peu ce qu'on a actuellement sur l'Unreal Engine 5 et qui font tourner des jeux comme Fortnite justement, mais pas que. Il y a énormément de jeux. J'ai plus d'exemples là, de jeux sous Unreal Engine 5. Je pense à Spider-Man 2. Ouais. Où les changements de personnages quand tu dois passer de Miles à Peter Parker,
sont quand même super fluides et Ouais. te donnent pas du tout l'impression d'un temps de chargement, quoi. Mais justement, l'argument commercial de la PS5, si je me souviens bien, c'était justement, ils montraient la démo Unreal Engine en disant, regardez, vous pouvez dasher, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez voler, vous n'avez pas de temps de chargement parce que c'est le moteur de jeu qui réfléchit à ça tout seul et qui adapte. Et on en parlait tout à l'heure, la démo Matrix sur PS5, c'était ça aussi un peu le truc, c'est dit, vous pouvez changer jour, nuit, vous pouvez faire apparaître ce que vous voulez, il n'y a pas de temps de chargement. Et c'était un peu un argument marketing et du moteur de jeu en lui-même, quoi. On a parlé de beaucoup de choses. Oui. Mais on n'a pas fini de parler de choses parce que maintenant, Quentin, tu as le Joker. J'ai le Joker et je me suis dit ça serait quand même cocasse de ne pas finir une émission sur le jeu vidéo avec un jeu. On va faire un jeu vidéo ensemble. Allez, c'est parti, sortez vos PC. Non, c'est faux. En fait, je me suis dit, j'avais l'habitude, moi, là, ce qu'on est en train de faire là, ça me rappelle quand j'étais au lycée, on avait une web radio. Et j'avais vraiment mon truc, c'était, je faisais un jeu, toujours le même à la web radio. Je prenais des paroles de chansons en anglais, je les traduisais en français, je vous les lis, un peu en mode combini, vous savez, là, les trucs en noir et blanc. Et vous devez deviner ce que c'est. Donc ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Si, parce que les musiques qu'on Ah. retrouve dedans sont des musiques en lien avec le jeu vidéo. En vrai, je trouve ça super mignon que il y a maintenant peut-être 8 ans, tu faisais un truc de radio. Ouais, Et là, tu vas ressurgir exactement. un truc vraiment du passé. Alors, Vous ça avez fait super longtemps qu'on n'avait pas fait de jeu dans DCP, mine de rien. Récemment, Owen, non? J'ai fait des jeux, moi, dernièrement. Non. Non. Moi, mon Joker, c'était un jeu. Oui, c'est Ouais, vrai. c'est vrai. Un jeu de Non, rôle. mais j'ai moins d'inspiration. Mais en fait, j'attends là qu'il y ait de nouvelles critiques Letterboxd et on va se marrer. Mais en lien avec le jeu, c'est-à-dire que c'est pas forcément des musiques de jeu. C'est pas forcément des musiques de jeu, la plupart sont inscrites dans un jeu. D'accord. Ok. Pas toutes. Ce qu'on va faire, c'est simple, c'est un point par personne. Il y en a 7 à deviner. Et vous pouvez avoir un point soit avec le titre de la musique, soit avec le nom du jeu, ou soit avec le nom de l'artiste. Ok. T'as réveillé Jérémy. Là, je vois ses yeux qui pétillent. Jérémy, quand il y a un jeu et qu'il y a plusieurs points gagnés, Surtout si Quand il tu y a peux la donner musique. si tu peux donner le nom de l'artiste, là, Jérémy. Ah oui, oui. voilà. Les jeux de doublage. Il y en a certains, je vais rajouter un point supplémentaire si vous trouvez le jeu, parce que c'est vraiment genre tiré par les cheveux. Ok. Mais je vous préviendrai au cas par cas. C'est parti. Ça peut être, je préviens, ça peut être soit très long, soit extrêmement court comme jeu en fonction de votre habileté. Quand la nuit arrive et que le sol est sombre et que la lune est la seule lumière que Stand nous by voyons. me. Oui. Un point pour Jérémy. Wow. Est-ce que quelqu'un aurait le jeu dans lequel on entend cette musique? Life is Strange. Moi, c'est pas celui-là que j'avais en tête. Stand By Me chanté par Florence and the Machine. Dans un jeu. Super Smash Bros. Cyberpunk. Non. C'est dans l'intro de Final Fantasy XV. Ah. Voilà. Wow. Très précis. Mais au moins ça va, vous avez compris les règles, vous savez comment ça fonctionne. Félicitations Jérémy, un point pour toi. C'est parti, nous y voilà, hors des rails. Ne sais-tu pas qu'il est temps de lever les voiles? C'est la liberté comme tu n'en as jamais vu. Pas besoin de bagages ou de laisser passer. Dis-moi le mot magique et je serai là en un éclair. Tu pourras dire que mon chapeau est à toi. On dirait du Bruce Springsteen. Chante-le, chante-le. Ça n'est pas du tout. Je saurais pas du tout chanter. Bien, nous pouvons nous propulser directement jusqu'à la lune. À partir de ce vaste monde farfelu, saute avec moi, prenons des pièces. Oh ouais. Fly me to the moon. Non, c'est pas ça. C'est David Bowie. Il est temps de sauter dans les airs. Saute, n'aie pas peur, saute et tes soucis s'en vont. Van Halen. Non, Nirvana. c'est pas un vrai artiste, entre guillemets. C'est Ah. une chanson qui a été faite pour un jeu, mais c'est pas un vrai artiste. Ne crains rien, ne pleure pas, car je serai toujours ton soutien. Alors, Super Mario Galaxy. Non, 2. non, Super Mario Galaxy. non, c'est la bonne franchise, mais c'est pas le bon jeu. Mario 64. Non, Mario Odyssey. c'est Mario Odyssey. Ah, mais c'est quand Paula elle chante tout C'est ça. Jump Up Superstar de Ah. Super Mario Odyssey, oui. Ça faisait un peu les paroles. Je l'avais pas du tout, je croyais. Ah ouais, Jérémy il a commencé à s'arracher les J'ai cheveux. commandé assez à me dire, putain, je la connais la chanson, pas du tout. Bah, après, il y avait des trucs en mode sors ta casquette, appuie sur l'interrupteur. Oui, voilà. Oh, faisons l'Odyssée. L'Odyssée, Ah l'Odyssée. oui, Là, oui, ça aurait oui, peut-être oui. peut-être été plus simple. Donc, ça fait un point pour Jérém et un point pour. C'est toi qui. Ouais. Non, c'est qui Moi, a j'ai eu le jeu. Ouais, Enfin, c'est Odyssey, Owen. ouais. L'Odyssée, c'était Owen. On continue. Alors, nous voici encore. C'est toujours un grand plaisir. Te souviens-tu des 2 fois où tu as essayé de me tuer? Oh, comme nous rions. Et nous rions. Sauf que je ne riais pas. Vu les circonstances, j'ai été incroyablement sympathique. Tu veux ta liberté? Prends-la. Je compte bien là-dessus. Je voulais que tu sois morte, mais maintenant je veux te voir partir. Elle te ressemblait beaucoup. Peut-être pas aussi gourde. Amnesia. Non. Maintenant, la petite Caroline est dans ma tête. Caroline. Un jour, ils m'ont réveillé pour que je puisse vivre pour toujours. MC Solar. Non. Ce n'est pas l'as de trèfle qui pique ton cœur, pardon. C'est tellement dommage que le même ne t'arrive jamais. Il te reste la vie,
triste et petite devant toi, je compte bien là-dessus. Je t'y laisse mettre tout de suite. Maintenant, je veux te voir partir. C'est un jeu d'horreur un peu Non, flippant. c'est pas du tout un jeu d'horreur. Ok. C'est un jeu dont j'ai parlé tout à l'heure. Ah. Death Stranding, Non, Cyberpunk, non. T'as raison, tu peux tous les tenter. Hein. The Witcher. Non. Personne là? Attends, il l'a dit tout à l'heure. Bah ouais, Non, mais je l'ai vraiment cité. bah ouais, je C'était cherche. un nom comme ça, tu vois. Majora's Mask. Non. Non, bah avec, je vous dis, c'était Portal 2. C'était Non. Want You Gone de Portal 2. Certains sont plus difficiles que d'autres. Hein. Là, c'est un vrai artiste. Nous ne cessons de parler. Je ne sais pas quoi dire, mais je le dirai quand même. Aujourd'hui est une nouvelle occasion de te trouver. Toi qui gardes tes distances, je viendrai chercher ton amour, ok? Embrasse-moi. Emmène-moi. Je serai parti dans un jour ou deux. Pas besoin de parler alors de tout ce bazar, mais je trébucherai. Apprenant lentement que la vie est belle, répète après moi. Il vaut mieux être désolé que sauf, il vaut mieux guérir que prévenir. Embrasse-moi, emmène-moi. Je serai parti dans un jour ou deux. Bring Me to Life, Evanescence. Non. C'est hyper connu, c'est années 80. Pop anglaise années 80. Ces choses que tu dis, c'est une vie. C'est AA, Take On Me. Exactement. Ah bah oui, Félicitations. oui. Et quel jeu du coup? The Last of Us 2. Exactement. Ah oui. Bah, un point, du coup ça fait 2 points Jérém, 1 point Owen Oh, et j'ai 1 littéralement point voulu le Julien. point parce que ça se trouve que tu l'avais, mais. Non, j'y Ah pensais oui. plus en fait. J'ai fait. Ah, I'll putain. be gone in the C'est vrai qu'en français, j'arrive pas. Tu vois, je me dis. En fait c'est tellement difficile, sans rythme, sans mélodie, Ouais. sans les vraies paroles, c'est hyper compliqué. J'avais fait ce même jeu une fois et vraiment personne l'avait. Ah, moi je trouve ça hilarant à faire. Là c'est pas un vrai artiste, c'est une chanson originale pour un jeu. Ok. Les couleurs s'entremêlent en une flèche enflammée, de lointaines étincelles invoquent un passé sans nom. Lève cette torche contre le froid de la nuit, cherche ton âme et ravive la lumière immortelle. Ce jour-là, quand le ciel s'est effondré, notre monde est arrivé à sa fin. Dark Souls. Non, c'est tellement moins dark que ça. C'est un Zelda. C'est un Zelda. Non, c'est pas un Zelda, mais tu te rapproches. Dans Final nos- Fantasy. Bah non. Non, c'est pas Final Fantasy. Dans nos yeux, est-ce qu'un soleil faible s'est levé dans le noir? Les ombres scintillent, le silence grandit dans les espaces entre les deux. S'étendant au-delà du temps, s'élevant tout comme un cœur d'âme trouve une voix qui vacille à travers le vide. Pokémon. Non. Mais cette franchise regroupe les deux franchises. Smash Bros. Lequel? Melee. Non. Brawl. Non. Ultimate. Ouais. Smash Ils Bros les a tous Ultimate. tentés. Mais tu sais, il y avait une musique, ils avaient fait une musique originale pour. D'accord. Ta 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 ta. Et en fait, il y avait une version avec les paroles anglaises. Du coup. Oh. Waouh. Je savais Voilà. même pas, mec. Du coup, attends, on récapitule les points, ça te fait 2 points, ouais. Non, Ouais. mais récapitulez pas. 2 s'il vous points plaît. Jérém, C'est Un bon. point Julien. 1 point Julien. Ouais, c'est bon, on a compris. Non, mais t'inquiète, Fred, ça Fred, t'as pas vu Fred en train de lutter pour gagner. Mais là, je suis trop nul. Alors, J'ai même pas Fred, envie de quand il gagne, lutter. par contre, c'est la fiesta. Hein. C'est Et là, c'est un vrai artiste. Une vraie musique. David Bowie. Non. Un vrai jeu. Un vrai jeu. Enfant, tu attendais et gardais tes distances. Mais tu as toujours su que tu serais celui qui travaille pendant que tous les autres jouent. Et toi, tu es allongé, réveillé au milieu de la nuit, à planifier toutes les choses qui vont changer. Mais tout ça n'était qu'un rêve. Nous sommes là, ne te cache plus. Nous sommes les guerriers qui ont bâti cette ville. Assassin's Creed Unity. Non. Ah. Bien tenté. Tellement fier de ce trouvaille là. Nous sommes les guerriers qui ont battu cette ville. Bâti cette ville, pardon. Ouais. Non. Imagine Dragons. Oui. Warriors. League Oui. of Legends. Exactement, félicitations. We are the warriors. Oui, c'est ça. C'est le, c'est le guerrier qui m'a. Ouais, Mais, c'est que- mais il a gagné 3 points d'un coup là. Est-ce qu'on compte ça comme 3 points ou un seul ça Deux jeux Vas-y, plus. deux, ouais, vas-y. Allez, deux. Deux. Enfin, comme tu veux, c'est toi Non, qui non, fais le mais jeu en fait. vas-y, 2 en vrai. Et bien tenté, Fred. C'est le dernier. Oula. Vrai artiste, on se balance dans le jardin, on saute dans ta voiture de course, tu sifflotes mon nom, tu ouvres une bière. Et tu me dis, viens par là pour jouer à un jeu vidéo. J'ai mis sa robe d'été préférée. Lana Del Rey. Oui, c'est Video Games. Putain, c'est mais Video oui, Games de mais Lana bien Del Rey. joué. Félicitations. Et du coup, ça fait 1 point. Oui. 3-3. Mais j'ai 3-3. pas le jeu. Bah en fait, c'était dans aucun jeu, mais c'est juste que ça s'appelle Video Games. Ah. C'est pour ça que j'ai pas dit c'est pas que des musiques en rapport avec le jeu, D'accord. parce que celle-là c'est juste tiré par les cheveux. Et c'était ma dernière, mais du coup ça fait une égalité parfaite Bah, bravo. entre Julien, Owen et sur la 3ème place du podium, Jérémy. Ouais. Et Fred, merci d'être venu. C'était un grand plaisir. Fred, il a tenté un Assassin's truc. Creed Unity. Tu repars avec un super dictionnaire sur les jeux vidéo. Waouh Bah, merci beaucoup. Quelle lecture recommanderais-tu pour le jeu vidéo? Actuellement, je suis en train de lire un super livre et en fait qui rejoint un peu tout ce dont tu parlais de cinéma, jeux vidéo, cinématique. Et en fait, ça s'appelle La caméra imaginaire. C'est de Selim Krishan. C'est sorti, je crois, 2018, 2019, si je dis pas de bêtises. En fait, le postulat du livre, c'est pourquoi on parle de caméra dans le jeu vidéo
Et au-delà de ça, il va plus loin. En fait, le cœur de la réflexion, c'est pourquoi le cinéma est une référence pour le jeu vidéo en termes notamment de beauté esthétique et d'arguments, etc. Et je suis en train de lire ça parce que c'est hyper important pour ma thèse, je m'en suis rendu compte. Et vraiment, je vous le conseille à tous. J'ai une réponse Oui. pour la caméra. Oui. Parce que l'attitude dans Mario 64. Bah en vrai oui, mais je crois que justement il revient même avant ça. T'avais déjà des tests de jeux vidéo où tu sais il mettait caméra entre guillemets, maintenant il est complètement Mais en adopté. soi, justement, le délire de Poséidon dans God of War à la deuxième personne, dans Mario 64, c'est aussi une deuxième personne. Parce qu'en soi, ce que Oui. tu regardes, C'est c'est la la vision du caméraman. Ouais. C'est vrai. C'est Ouais. beau. Mais du coup, est-ce que il faudrait s'affranchir de cette comparaison justement entre cinéma et jeux vidéo, tu vois? Dès qu'on voit un jeu vidéo très bien fait, c'est oh mon dieu, c'est très cinématographique, tu Oui. vois. Oui c'est vrai, et c'est ce que je disais un peu, c'est que c'est toujours vu comme un argument positif, mais en vrai, en fait ça a toujours été fait. Même le cinéma dans des premiers temps était toujours comparé au théâtre et tout, et je pense que c'est malheureusement c'est un ressort inévitable. Après est-ce que c'est une bonne chose? Ça c'est autre chose quoi, je sais pas trop, mais... Non, mais en fait, j'allais dire que à partir du moment où tu développes tes connaissances en cinéma ou jeux vidéo, tu arrives vraiment à faire la différence. Ouais, Donc, aussi. autant tu peux peut-être voir des éléments de jeux vidéo dans un film, Mm. je sais pas, une vue FPS par exemple, ou autant tu vas voir des éléments cinématographiques dans un jeu. Mais je trouve qu'on arrive facilement à faire la différence entre les deux médiums. C'est pour ça, comme tu disais justement, par rapport au cinéma et au théâtre, c'est-à-dire qu'on prend appui sur un médium qui semble plus similaire. Et on va commencer à construire nos points de comparaison et nos acquis. Mais en fait, maintenant, je pense que le jeu vidéo a suffisamment de code à lui pour s'affranchir à un moment donné des principes de jeux vidéo, Bah, après c'est aussi de cinéma. Oui. Mais après, t'as aussi le truc t'as de plus en plus, non, c'est un peu passé la mode, mais t'as toujours les films interactifs, justement, les jeux Quantic Dream, on en parlait, les Beyond Two Souls, Heavy tout Rain, ça. Detroit. Heavy Rain, ouais, voilà, c'est ça, Detroit Become Human, où en fait, ça reste plus proche d'un film que d'un jeu vidéo. En fait, la frontière est extrêmement mince. Pareil, Bandersnatch, qui a été retiré de Netflix malheureusement, mais Bandersnatch, par exemple, c'est vu et vendu comme une série. Les jeux Telltale c'était vendu comme des jeux vidéo, mais au final c'est exactement la même chose. Et en fait la seule différence c'est le mot qu'on met dessus et comment c'est vendu, tout simplement quoi. Après, pour le coup, Telltale, c'est plus jeu vidéo que Quantic Oui. Dream. Parce que Quantic Dream, tu prends un jeu comme Detroit, c'est vraiment presque de la cinématique en continu. Ouais, c'est du QTE quoi. Ouais, alors que Telltale, t'as quand même certaines Ouais. phases de Déplacement, Alors, ou dans de- les premiers Telltale, parce qu'après ils ont enlevé, mais tu prends le premier Walking Dead, t'as des phases d'énigmes. Ah, Le autant premier pour moi. Walking Dead, à un moment, t'as un passage dans un motel où en fait t'as des zombies. En fait, tu dois trouver les bons endroits pour un moment. Tu dois faire avancer une voiture, passer derrière un camion, mais il y a toute une petite étape pour le faire et pour que ça fonctionne. Ok, ça je savais pas. Ouais, Mais j'avais après, pas fait, avec le temps, Telltale a un peu abandonné cette formule et Ouais. pour vraiment partir sur quasiment que de l'interaction. Par exemple, la saison 3 de Walking Dead, pour le coup, même dans son format, t'as les fameuses bandes noires Oui. cinématographiques Ouais. et c'est 45 minutes, 1 heure un épisode et c'est que de l'interaction. Ouais. Bah de toute façon Minecraft Legends de Telltale, où est-ce que Legends, non je sais plus, mais Minecraft Telltale, je crois. Non, Minecraft Story Mode, ouais, c'est ça, Story de Telltale avait été sorti comme série Netflix plus tard. Donc en fait, Ouais. c'est ça, la frontière est extrêmement mince et c'est un peu du cas par cas parce que beaucoup de jeux, oui, reprennent des codes cinématographiques, mais d'un côté, toute création humaine est forcément inspirée par autre chose, que ce soit des musiques, que ce soit des livres, etc. Donc c'est un peu normal, c'est juste que les deux ont ont en commun d'avoir cet aspect visuel, en fait, tout simplement. Donc forcément. Peut-être un peu de niche pour terminer. Je pensais donc le problème de l'interactivité justement jeux vidéo cinéma. Moi j'avais à un moment je m'intéressais beaucoup à l'interactivité entre justement spectateurs joueurs Ouais. et j'avais vu un peu quand on va vers le cinéma pornographique qu'il existe du coup des jeux vidéo où en gros tu fais des choix et en même temps tu consommes un contenu pornographique. Est-ce que ça pourrait être intéressant d'en parler justement? Est-ce que toi par exemple pour ta thèse ou... Bah, moi, ça rentre pas dans mon corpus de thèse, mais après, potentiellement pour des recherches futures, ouais, pourquoi pas, tu vois, parce que c'est vrai que c'est quand même. Parce que j'ai l'impression que le porno en tout cas en soi si on le considère comme un cinéma ça peut être le seul où tu vois qu'il y a vraiment une interaction parce que la personne derrière veut vraiment consommer quelque chose qu'elle regarde. Mais ce que je veux dire, en plus, le jeu porno, du coup, a ce truc de. Tu vas pas jouer au jeu pour le plaisir du jeu, c'est pour le plaisir vraiment du contenu plus que pour l'interaction et tout. Et vraiment, le jeu en lui-même n'est pas véritablement le jeu, en fait, à proprement parler. Mais ça te donne quand même l'illusion, tu as Ouais, des choix, tu as Ouais. différentes fins possibles avec, tu vois. Ouais, Donc, bon, écoute, je vais me renseigner là-dessus. ouais, Hein, je vais faire te une laisse session, ce soir, c'est pour ta thèse. Hein. Ouais, c'est Hein ça. C'est pour le travail. Je sais pas, pour moi, la fin d'un jeu porno, j'y vois qu'une seule issue, mais Ouais. bon. Pour un autre épisode de DCP, mais bon, là, ce sera. Sur le porno. Non, mais par exemple, ces jeux-là, c'est un peu comme d'autres jeux vidéo comme Silent Hill où en fait, tu as plusieurs fins différentes et du coup, ça pousse le joueur à recommencer depuis le début pour trouver une autre fin, comme les D3, comme. Ouais. Voilà. Je suis désolé, je vais être le salopard qui va dire qu'il faut. Ah non, mais c'était pour terminer Non, sur ça. mais finir sur le porno, toujours. Voilà, une chose. c'est- Moi, j'aime bien, hein, on finit par le meilleur.
Hein je cherche une transition, les gars. Il n'y a pas de transition. On a à faire, parlé là. de tellement de trucs en rapport avec le jeu vidéo, tu te rends compte que genre là, on a fait... Faut qu'on fasse une deuxième émission, on une a- troisième. voilà, on a fait un épisode sur le jeu vidéo, mais à vrai dire, une émission de 1 heure hebdomadaire de jeux vidéo, En fait, venez les gars, on change quoi. voilà. Du JP. Du JV et des potes, quoi. Ouais, du JV des potes. Dans 2 semaines, on reviendra sur du cinéma, du pur cinéma. Je sais même pas de quoi on va parler dans 2 semaines. 28 ans plus tard. Ah, peut-être. mais oui. Probablement, oui. Mais Et oui, du mais coup, oui. ça sortira 28 ans plus tard aussi, je suis désolé. Oh, c'était Oh. facile. Oh, En oui. tout cas, Quentin, c'était génial de t'avoir. Mais merci beaucoup, merci à vous. Ton érudition sur le monde du jeu vidéo, mais même du cinéma, parce que de toute façon, t'as Arrêtez. été avec nous jusqu'au master. Ouais. Le meilleur. Arrêtez, je vais rougir. Et en tout cas, on se dit à dans 2 semaines. On fait des grosses bises à tout le monde. Et ah oui, Quentin, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Twitch si vous voulez, twitch.tv/araslegrand, ARAS Legrand tout attaché. Voilà. Si vous voulez voir Quentin jouer à Stardew Valley jusqu'à pas d'heure et jouer à la Switch 2, Oui, la Switch 2, GeoGuessr, d'autres jeux narratifs. Et tous les dimanches du coup. Au moins tous les dimanches soirs à 21h. Ouais. des grosses bises à tout le monde. Un gros bisous à vous. Bisous. Et à dans 2 semaines.